policier depuis 22 ans, donc il y a un article qui est sorti récemment sur toi qui prétend, donc voilà, c'est comme ça va un peu relier aussi avec les actualités de ton média Touche pas à mon flic. Et du coup, 22 ans de police, tu as créé un syndicat qui s'appelle France Police, si je dis pas de bêtises, un média qui s'appelle Touche pas à mon flic, tu t'es fait connaître beaucoup avec ça aussi, même chez Hanouna, etc., dans pas mal de médias, Le Crayon et autres. Et aussi, tu t'es fait remarquer pour Droit au cœur. Donc ça, c'est des sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Et du coup, je vais te laisser te présenter plus précisément pour mon public etc. Donc là, on est d'accord qu'on reste qu'avec du son, il n'y a pas d'image. Malheureusement, vu que je suis pas sur le PC, là, ça va être compliqué. Ouais, ça a bugué, je peux pas mettre l'image. Donc, J'aimerais bien, mais... J'ai tout installé, j'ai retiré tous les trucs derrière moi pour rien, quoi. Je suis désolé. là, c'est en fait, WhatsApp, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à lier mon micro et j'aimerais bien régler le truc, mais là, malheureusement, ça veut vraiment pas, quoi. Donc, j'aimerais bien, mais ouais, je suis désolé. Bon, ben on va faire ça comme ça. J'espère que ça va pas faire fuir ta communauté de pas avoir un beau gosse. Non, t'inquiète, là, ils sont déjà 284, ils vont arriver au fur et à mesure. Il y a sur qui sont déjà, ils sont déjà une bonne cinquantaine, donc ça va le faire. Ça va le faire tranquillement. C'est le temps qu'ils arrivent. Et malheureusement, ouais, au niveau technique, là, normalement, ça aurait dû fonctionner, mais bizarrement, je n'y arrive pas. Là, tu m'entendais pas du tout, donc je peux rien faire de plus pour l'instant. Et je trouve pas comment régler ça. Donc, malheureusement, ouais. Okay. Donc je te laisse te présenter, voilà, ta vie de flic, etc. Comment t'es rentré en syndicat, enfin voilà, je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça. Allez, je vais te faire ça vite fait alors. Donc je suis flic, ouais, depuis 24 ans, je dirais, parce que j'ai été policier auxiliaire, j'ai fait mon armée dans la police en 93. Ensuite, je suis passionné par ce métier. Je pense que j'avais des possibilités sur d'autres métiers qui auraient été beaucoup plus rémunérateurs. Tu vois, je travaillais à Pizza Pino. Quand j'étais jeune, je devais gagner l'équivalent de 10 000 euros par mois. J'ai préféré rentrer dans la police. Donc, tu vois, c'est vraiment par passion que je suis rentré dans ce métier. D'accord. Ensuite, j'ai fait à peu près tous les services parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, j'ai fait les BAC, les brigades de stup, les brigades des mineurs, police aux frontières, brigade ferroviaire. J'ai fait un peu tout parce que je suis un réel passionné. Voilà. Ensuite, je me suis arrêté. J'ai monté aussi des boîtes. Bien marché. Après, j'ai repris la police parce que ça manquait trop. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire Zéclair. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Si, celui qui s'était le producteur de musique qui s'était fait rouer de coups, semblerait-il, par la police. Et toi, tu avais débunké ça normalement à l'époque, me semble-t-il. Voilà, exactement. Donc moi, j'étais en service, j'étais à la police ferroviaire, et puis je vois ça, et puis j'étais un peu dégoûté parce que du coup, je me disais merde, quand même, il y a de plus en plus de violences policières, tu vois. Et moi, je me reconnaissais pas là-dedans parce que je voyais pas de flics. Voilà, t'interpelles, t'envoies des coups, mais de tabasser un mec comme ça, je trouvais ça dégueulasse. Du coup, j'ai réussi à récupérer la vidéo en entier. Et je m'aperçois que c'est un montage fallacieux de Loopsider. Mais vraiment, ils ont monté, ils ont accéléré, ils ont oublié de dire que Michel Zecler enfermait les policiers. J'invite tes auditeurs là à aller sur la chaîne YouTube et de regarder. Vraiment, je débunk en montrant bien que tout est fake, que Michel Zecler bloque les policiers. Il essaie de pas les faire sortir pour que les autres remontent. Enfin voilà, donc je débunk ça. Bon après, Hanouna m'appelle. Je commence un peu à faire pas mal de médias. Et puis là, tous les syndicats me courent après en me disant les collègues t'adorent. Tu fais flic de terrain, tout ça. Donc on me propose alors un poste dans un très grand syndicat de police. Je donnerai pas le nom. Et là, il me propose donc de passer tous les grades avant tout le monde, de devenir donc major assez rapidement. Il me propose une carte bleue de 10 000 euros par mois où je vais au resto quand je veux. Il me propose une voiture de fonction, il me propose des billets d'avion pour aller serrer la main des flics dans les dom-toms parce que c'est des voyages déguisés. Et puis peut-être ensuite encore plus d'avantages, voilà. Et comme moi je suis comme tous les vrais flics, c'est-à-dire on déteste les syndicats, même ceux qui nous écoutent, ceux qui travaillent dans des grosses boîtes savent très bien que les syndicats ce sont que des mecs en général de gauche, ou s'ils sont pas de gauche, ce sont que des mecs qui sont là pour se servir, qui se gavent et qui en ont rien à foutre des petites gens. Donc j'ai refusé tout simplement ces syndicats. Et là, j'ai pas créé de syndicat. Il y a un gars qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, moi j'ai monté un petit syndicat, ça s'appelle France Police Policiers en colère. Si tu veux nous rejoindre, j'ai dit vous êtes tous des pourris, donc non. Et il me dit écoute, nous justement on essaie de changer les choses. Donc viens dans notre syndicat et t'es open bar, tu dis ce que tu veux. Et je lui ai dit tu vas le regretter. Et il m'a dit je l'espère. Et puis voilà. Et puis pendant 2 ans, j'ai sorti tous les dossiers, toutes les saloperies
de cette administration, toutes les magouilles. On était du côté des gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, hein, pas ceux qui sont, voilà, qui sont venus taper du flic, mais les vrais gilets jaunes, les pauvres gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. On a été contre le pass sanitaire. Enfin voilà, on a dit ce que la plupart des flics pensaient, quoi. Et puis voilà, et puis après, je me suis fait beaucoup d'ennemis, hein, parce que quand tu dis certaines vérités, tu fais beaucoup d'ennemis. D'abord avec la France Insoumise, où j'ai 5-6 procès avec eux. Ouais. Ensuite avec le gouvernement, parce que forcément quand tu tapes sur les syndicats qui sont complices du gouvernement, forcément voilà, c'est une guerre, donc ils te font des saloperies, ils te sortent des faux dossiers, donc j'attaque au tribunal, donc ça coûte un bras d'aller maintenant la justice c'est devenu payant, hein, donc tu dois payer. Et donc voilà, et je gagnerai mes procès, ce que m'a dit mon avocat, tu gagneras ton procès dans 3 ans, dans 4 ans, mais ça fera deux lignes dans un média quelconque, et voilà, il dit c'est la stratégie des puissants, c'est de te discréditer, de sortir des fausses rumeurs, des fausses saloperies, et puis ça restera. On me dit de toute façon, il faut que tu t'y fasses, ça restera, tu gagneras ton procès, mais ça restera, c'est comme ça, c'est leur stratégie. Et finalement, bon, j'ai un caractère assez fort, donc finalement, plus tu m'attaques et plus j'en renvoie les coups, donc voilà, vous n'êtes pas débarrassé de moi. D'accord, très bien. Et alors du coup, comment tu te retrouves parce que alors, là, si j'ai compris, tu t'es fait congédier pour l'instant par rapport à un tweet. Alors là, je suis révoqué. Révoqué, voilà, c'est ça. Révoqué. Alors Voilà. qu'est-ce qui s'est passé Donc, en et gros, par rapport à quel tweet? Et est-ce que c'est justifié pour toi? Enfin, explique-nous un petit peu la situation. Zéro tweet. Zéro tweet. Il n'y en a rien à voir avec les tweets. Ce qui est D'accord. fou, c'est que, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, c'est que Darmanin et ce gouvernement, pareil, est très fort pour faire de la fausse communication. En gros, moi, j'ai critiqué Dupond-Moretti en tweet, effectivement. J'ai critiqué Emmanuel Macron et j'ai critiqué le pass sanitaire. Et j'ai critiqué une gonzesse qui s'est retrouvée dans le bureau de Darmanin comme par hasard, qui s'appelle Rosa Méziane. Et comme on sait que Darmanin, c'est un coureur de jupons, donc je peux te dire que ça n'a pas joué en ma faveur. D'accord. Et voilà, mais on m'a rien reproché sur l'affaire Naël, je pense qu'on en parlera après. On m'a rien reproché sur l'affaire Naël puisque je suis passé en commission de discipline pour ça. Et bien sûr, Darmanin a fait croire qu'il me révoquait par rapport à l'affaire Naël sur un tweet que je n'avais pas fait. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pour ça que je vais gagner le procès parce que on va prouver que c'est pas moi qui ai fait ce tweet. Mais c'est pas grave encore une fois. Et donc il a réussi à révoquer un délégué syndical. Alors je sais pas si ta communauté est jeune ou pas, mais je peux te dire que révoquer un délégué syndical, ça n'existe pas. Tu peux pas révoquer un délégué syndical pour des délits d'opinion. Je serai le premier. Alors pour l'instant, je suis en procès, mais bon, comme je te dis, le procès, il aura lieu dans 1 an ou 2. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis révoqué. Je suis devenu journaliste entre-temps et c'est encore plus passionnant. Du coup, j'hésite même à revenir, mais bon, je veux gagner mon procès. Mais voilà, les puissants en France peuvent t'écraser, peuvent tout te faire. Et même quand tu gagnes ton procès, comme je dis, demain, quand je serai réintégré, je pense pas que ça fera la une des médias. Alors, par contre, pour me pisser dessus, ça fait toujours la une des médias. Mais de toute façon, toi, t'arrives. Alors, du coup, t'es devenu journaliste, justement. Et là, tu fais encore la une des médias. Parce que là, t'as été interviewé Mélenchon. T'as été voir aussi un journaliste qui t'a piégé, semblerait-il. Donc, du coup, t'as été aussi le piégé, façon de parler. Et on dit aussi que t'es devenu journaliste avant parce que tu avais anticipé ta révocation, c'est ça? Oui, j'avais anticipé. Il m'avait convoqué pour un blâme. Donc, tu sais, tu as 4 catégories. Avec 3 sous-catégories dans l'échelle des sanctions des policiers. Ouais. Donc moi j'ai été dans la première catégorie, la plus basse. Ils m'ont convoqué pour un blâme, mais je savais qu'ils allaient me la faire à l'envers, ils allaient vouloir me révoquer, alors que c'était impossible, mais bon je le savais, et voilà. Donc je me suis fait avoir, mais bon, moi j'avais bien sûr prévu qu'ils allaient tenter de me révoquer. Donc forcément, j'ai travaillé sur pas mal de choses pour devenir journaliste et pour pouvoir encore continuer à les emmerder. Et sortir des affaires. J'ai des dossiers qui vont sortir sur Darmanin, j'ai des dossiers qui vont sortir sur comment se sont passés les gilets jaunes, j'ai des dossiers de policiers qui me donnent des informations, parce que du coup tous les flics me donnent des informations, mais comme là j'ai pas encore de secret des sources parce qu'il me faut une carte de presse, j'attends d'avoir ma carte de presse, et ensuite je vais envoyer les scuds et les vrais scuds, quoi. D'accord, donc c'est vraiment sérieux cette histoire de journalisme, et alors, pourquoi, t'es devenu journaliste, ok, pour balancer des scuds, mais c'est aussi une protection pour toi, d'une certaine manière? Non, c'est que moi, je suis un passionné et de me dire que, tu sais, j'ai travaillé pour l'intérêt général pendant 24 ans. Pendant 24 ans, j'ai gagné un salaire de misère, j'ai fait tous les services, j'ai risqué ma vie, j'ai été en danger, j'ai été blessé. C'est pas facile d'être flic, tu ne crois pas?
Et j'ai ce besoin vraiment, quand j'étais délégué syndical à France Police, je trouvais que j'étais utile parce que je disais des choses vraies qui se passent dans la police, ou voilà, qu'on veut cacher. Et aujourd'hui, d'être journaliste, ça me permet de dire beaucoup de choses, et surtout, pareil, de me défendre. Tu vois, le journaliste là que j'ai piégé, c'est le journaliste qui a sorti que j'avais été 11 ans en arrêt maladie. Oui. Et ce qui est fou, c'est que c'est tellement grotesque, tu vois, comme si tu pouvais être en arrêt maladie la moitié de ta carrière. T'imagines, c'est impossible, tu vois. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, moi, je me suis renseigné, puisque du coup, j'ai des potes aussi à Europe 1, et donc ce journaliste qui travaille à Europe 1, et puis ils me disent, c'est normal, c'est le journaliste police-justice d'Europe 1. Donc, en gros, il est en service commandé. Donc, tu as Darmanin qui fait sortir mon dossier. Vous vous rendez compte, quand même, je suis en train de vous dire qu'un ministre de l'Intérieur laisse fuiter, je vais déposer plainte contre lui, là, laisse fuiter mon dossier personnel et mon dossier médical à un journaliste. C'est un délit pénal. C'est comme si tu volais. C'est interdit par la loi. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde trouve ça normal. Et ce journaliste, en plus, récupère 2 lignes sur 450 pages où un commandant va dire que j'ai 11 ans. Enfin, en plus, il dit pas que j'ai 11 ans d'arrêt maladie. Il me dit que forcément, je me suis arrêté de travailler dans la police. Donc, forcément, il y a quelques années où je n'étais pas policier, mais il les a englobés. Et puis, le mec a bagouillé. Ouais. Et bien sûr, il ne m'a pas donné le contradictoire. Je dis, tu ne m'as pas donné le contradictoire, je vais le prendre tout seul. Donc, je suis parti. Alors, je sais pas, tu l'as vu la vidéo ou pas? Oui, je l'ai vu justement. J'allais dire, parce qu'en fait, moi, ça m'a fait penser à Isadora Duncan, je sais pas si tu connais, qui était un petit peu de la dissidence à l'époque, qui faisait des interviews. Alors, il a été voir Cohn-Bendit, etc. Enfin, il essayait d'aller voir un maximum de gens comme ça. C'était un gilet jaune. Ouais, c'était un gilet jaune, ouais. Et enfin, il s'est fait connaître à cette période-là. Il disait qu'il était ancien paparazzi. On pense qu'il a fait de la prison, du coup, par rapport à ces trucs, tu vois. Et je me suis demandé, en fait, si c'était pas risqué de faire ça, parce que du coup, Mélenchon, tu vois, quand tu vas le filmer, etc., certains vont dire. Non, mais Mélenchon, c'est une coïncidence. Hein. D'accord. Je le croise dans la rue, je dis putain, c'est trop beau. Voilà. Alors que l'autre, c'était prémédité. L'autre, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que je lui envoie un mail en lui disant monsieur le journaliste, j'ai des informations sur Bruno Attal. Et là, le mec, il a dû avoir une demi-molle, il était chaud bouillant pour me rencontrer, tu vois. Et puis bon. Donc, ce qui veut dire, c'est que le mec, en plus, est en chien pour essayer de me faire la misère. Donc, voilà, c'est des journaleux, c'est des journalopes, on peut les appeler comme ils veulent, et donc ils sont au service du pouvoir, parce que lui, son intérêt, c'est d'avoir des informations de qui? Des syndicats de police et du ministère de l'Intérieur quand tu es journaliste, on est d'accord? Tout à fait. Bah oui, bien sûr, des donc du coup, plus officiels. Pour garder ses contacts, tu te doutes bien qu'il est en service commandé du pouvoir en place, donc de Darmanin ou ses sbires ou des syndicats, pour me nuire. Tu vois, par exemple, il dit que j'étais un policier médiocre. Juste en dessous, il a juste oublié de dire que j'étais noté très bon. Tu vois, c'est des petits oublis comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est des ordures ces mecs, mais bon, après voilà. Et alors, du coup, on me pose une question dans le chat. Est-ce que tu as des infos sur ce qui se préparait dans la police, voire l'armée au moment des émeutes? On était sur le point de déraper, point d'interrogation, donc en question. Est-ce que tu as des infos là-dessus, du coup? Non, moi j'ai balancé sur les gilets jaunes. En gros, sache que ce pouvoir, c'est la première fois, j'ai fait une interview sur François hier, ça sortira demain ou après-demain, et donc je vais dire la même chose. C'est que ce pouvoir, c'est le pire pouvoir, moi en 24 ans de police, c'est le pire pouvoir que j'ai eu. Pourquoi? Parce que ils sont prêts à tout. Tu vois, par exemple, de se servir de la police pour faire des trucs dégueulasses. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, pendant les gilets jaunes, quand tu tires au LBD, tu as 2 types de munitions. Tu as des munitions puissantes et des munitions encore plus puissantes. Et ben là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des munitions super puissantes, et normalement, tu dois régler l'appareil de visée sur le LBD. Ben, ils l'ont pas fait, ce qui veut dire que quand le policier tirait sur le torse, ça t'arrivait dans la tronche. D'accord. Voilà. Donc c'était réglé pour déraper, quoi, d'une certaine manière. C'était histoire d'éteindre le mouvement, et donc c'est vrai que quand tu as beaucoup de blessés chez les Gilets jaunes, les gens, la semaine d'après, ils osent au moins se déplacer, tu vois. Mais c'est pas plutôt un ordre de dire, bon, là, ce coup-ci, vous avez le droit de tirer d'une manière un petit peu sommaire, quoi, non? C'est pas un ordre, mais j'ai des enregistrements de commissaires qui gueulent pas de prisonniers. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Maintenant, attention, quand le policier, il est pendant 6 heures, on l'astreint à ne pas bouger, rester droit comme un i, prendre des cailloux, des bâtons et des crachats pendant 6 heures, et au bout de 6 heures, on lui dit pas de prisonnier. Je peux comprendre qu'intérieurement, quand tu en as pris plein la gueule pendant 6 heures et que tu as en visu le mec qui t'a craché dessus,
c'est sûr que bon voilà, quand tu y vas pas avec une rose quoi. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut éviter ce qu'on appelle les violences policières? Vraie question. Est-ce que c'est inévitable d'une certaine manière? Parce que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inévitable. Et moi, je peux l'entendre. Parce que c'est des humains, tu vois, ils sont sous pression et tout. Il n'y a pas assez d'hommes. Enfin, c'est compliqué de renouveler, on va dire, le cheptel, quoi. Et est-ce que c'est inévitable, du coup? Alors, tu parles de violence policière. Ouais, Violence policière, moi j'utilise le déjà, terme volontairement parce que je sais que tu considères que ça n'existe pas. Vas-y. non, c'est pas que ça. Bien sûr qu'il y a des policiers violents, racistes, des cons, des fachos, il y a tout et il faut les virer, il n'y a pas de problème. Mais violence policière, nous on a la violence légitime. En gros, c'est un slogan que l'extrême gauche a sorti qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un adjectif. Moi, j'ai le droit d'être violent. Donc j'ai été violent 50 fois dans ma carrière, 100 fois, 200 fois violent dans ma carrière. La seule question à se poser, c'est si ma violence est légitime ou pas. Est-ce que d'être violent, c'est légitime ou pas? Donc on devrait appeler ça des violences policières illégitimes. Et là, je dirais oui, il y a des violences policières illégitimes. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il faut aussi contextualiser. Je te donne un exemple. Tu cours après un mec depuis 10 minutes, tu arrives à le choper, bon, bah, tu lui envoies 2-3 patates, c'est pas des violences illégitimes. C'est-à-dire, à quel moment elle devient illégitime, la violence? Il n'y a que les bourgeois dans leur canapé qui vont te dire que là, c'est illégitime et là, ça l'est pas. Mais s'il se débat pas, que tu l'as attrapé, il se débat pas, il fait ok, c'est bon. C'est pas légitime. Évidemment. Voilà. Évidemment. Mais t'es qu'un être humain et puis le mec, il vient juste de casser le col du fémur d'une vieille à qui il a arraché le sac. Bon, bah, t'es un peu humain, tu lui en mets une de trop, c'est illégitime, t'es humain, t'es pas non plus Hitler, quoi. C'est-à-dire, voilà, au bout d'un moment, il faut comprendre l'humain. Maintenant, le flic, moi j'ai déjà vu par exemple un flic, il y a un garde à vue, il passe, et pour s'amuser, il lui met une tarte. Bah, moi j'ai remis une tarte au flic, je lui dis, mais t'es qui toi? Tu fais quoi? Tu te prends pour qui, tu vois? Alors que tu mets une tarte à un mec, tu le démenotes et tu joues l'homme, tu vois? Il y a des crétins partout, évidemment qu'il y a des connards partout. Mais dans la grosse majorité, quand on voit ce qu'on prend, nous les flics, moi je trouve que, voyager, moi je dis aux gens, voyager, allez voir les autres polices, parce que tous les mecs qui nous critiquent, quand ils partent aux USA, je peux te dire qu'ils bougent pas une oreille, parce qu'ils savent très bien ce qui va leur arriver s'ils bougent une oreille. Alors je parle même pas d'une police africaine ou d'une police en Asie. Donc voilà, il faut relativiser. Je dis pas qu'on est parfait, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se satisfaire de cette police, même si quand il y a des rapages, je peux te dire qu'on nous rate pas. Et alors du coup, pour toi, c'est quoi le vrai problème dans la police actuellement, plus que le racisme, etc., comme certains le dénoncent? Le vrai problème de la police, c'est le management et comment aujourd'hui le pouvoir se sert de sa police pour effrayer, que ce soit des gilets jaunes, des passes sanitaires, des retraites, des gens qui veulent... Voilà, c'est le problème. Après, le problème de la police, c'est le management aussi, c'est-à-dire que on ne travaille plus pour l'intérêt général depuis très longtemps. On travaille pour l'intérêt d'un ministre qui veut faire descendre des statistiques artificiellement pour qu'on lui dise que c'est un bon ministre et qu'éventuellement il pourra peut-être devenir président. Ça ne sert qu'à ça, la police. Aujourd'hui, il n'y a plus... Moi, en toute humilité, je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé dans l'intérêt général parce que j'ai pas pris de grade, parce que je suis assez atypique dans la police et tout ce qu'on me promettait, j'en voulais pas parce que moi, ce que je voulais, c'est attraper des voyous. Donc j'avais cette chance que j'étais... ils disaient souvent, on n'a aucune emprise sur Bruno Attal. Ils avaient raison. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Quand il me dit va interpeller, je sais pas, va faire un radar là-bas, et je lui dis écoute, faire le radar là-bas, ça sert à rien, je préfère plutôt aller faire chier les gens, les racailles qui emmerdent tout le monde à la gare, plutôt que d'aller faire un radar du mec qui a bossé toute la journée et qui va être au-dessus de 5 km/h, tu vois. Mais tous les policiers peuvent pas le faire. Ils ont une femme, ils ont des gosses, ils ont un grade, ils ont une mutation, ils ont une vie, et voilà, il faut obéir aux ordres, mais voilà. Et tout ce management-là, il faut le sortir, il faut le dégager en se disant, on met des commissaires, des policiers qui ont de la bouteille, qui ont gravé les échelons et non pas des bac plus 12 là, qui sortent des écoles et qui savent pas s'essuyer tout seuls. On nous met des vrais flicards qui travaillent que pour l'intérêt général et que nos concitoyens sont heureux de voir leur police au lieu d'avoir une police qui va les emmerder là parce qu'ils n'ont pas de ceinture ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Mais alors, du coup, parce que en même temps, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est genre, faudrait laisser un peu plus les policiers faire comme ils l'entendent, ce qui verrait les vrais problèmes. Mais est-ce que ça peut pas empiéter sur des enquêtes de long cours, etc. Par exemple, les stupes. Moi, j'ai déjà entendu des stupes se plaindre de la BAC parce que ça casse des enquêtes, ou tu sais, ils interpellent un gars alors qu'ils sont dessus depuis longtemps, etc. Ça fout un peu le bordel, etc. Comment tu perçois ça, justement, le côté un peu, je sais pas comment on appelle ça, le côté interdisciplinaire, pluridisciplinaire dans la police? Non, mais ça a toujours existé, ça s'appelle la guerre des polices, et ça a toujours existé, c'est-à-dire que, regarde, ça revient au management que je te dis. Quand tu demandes à des baqueux de faire du crâne, c'est faire de la BAD et de la MAD, ça fait de la mise à disposition. De la mise à disposition, ça veut dire t'interpelles des mecs et ça te fait un bâton. Donc lui, le baqueux, on lui demande d'interpeller.
Donc il n'est pas au courant que les stupes, ça arrive souvent que les stupes ou même la crime te dit écoute, tourne pas trop là-bas parce qu'on est en planque ou des choses comme ça. En général, ça se passe très bien. Mais c'est voilà, mais on demande aux baqueux de. D'ailleurs, je vais te donner un exemple. T'as un baqueux, d'accord? T'as une information comme quoi t'as un braqueur qui va passer au braco cette semaine dans une bijouterie. Tu planques pendant une semaine. Au bout d'une semaine, putain, tu fais le mec, tu prends des risques, il est armé, t'arrives à le neutraliser. Bah, dans tes statistiques, t'auras attrapé un mec. Donc dans toute la semaine, il y a 4 baqueux. T'as fait quoi cette semaine? J'ai attrapé un mec. Donc sur les statistiques, ça sera des mauvais policiers. Par contre, celui qui a eu l'information, il s'est dit bah non, je vais pas m'emmerder avec ça, je vais plutôt attraper 3 mecs qui fument des joints dans la rue, ça me fera 3 bâtons. Eh ben mine de rien, à la fin de la semaine, il a 20 bâtons. Donc est-ce que tu vois un peu? Au lieu de faire du qualitatif, c'était la politique du on chiffre. demande de faire que du quantitatif. Voilà, que du la politique du chiffre à l'époque de Sarko, fallait taper des gars, en fait, des petits bédaveurs plutôt que faire une enquête et soulever directement un dealer parce que ça prend plus de temps et c'est vrai qu'il y a moins de résultats sur le papier, quoi. Par contre, c'est fait plus d'administration, etc., quoi. Donc, d'accord. Et du coup, alors, petite question. Cet été, j'ai découvert Droit au cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est du troll en partie? Est-ce que c'est totalement sérieux? J'ai vu que c'était sérieux parce que Cro-Blanc avait fait une vidéo et la dame qui travaille avec toi, ou en tous les cas qui fait la promotion aussi de ce site ou qui l'a créé, avait répondu très sérieusement. Donc, qu'est-ce que c'est que Droit au cœur? Explique-nous tout ça. Je savais pas que ça avait fait. Non, mais si après, il y a un pote qui m'a dit que ça avait fait 1 million de vues. Je fais quoi? Tu déconnes ou pas? Non, j'étais chez Zemmour à l'époque. J'étais chez Reconquête et puis on me contacte, on me dit voilà, on voudrait monter un site internet avec des gens de droite parce que c'est vrai que quand t'es à droite, et ben voilà, machin. Alors ça m'a fait rire. Je dis ouais, c'est plutôt. Ouais, et puis ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait d'être le parrain ou de faire une vidéo? Moi, je m'en fous. Enfin, je sais pas, je voyais pas ça en mal. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo en disant bah écoutez, c'est sympa, voilà, il y a un site qui sort, voilà. Et puis je sais pas, ça a fait tout un truc apparemment. Mais bon, enfin, je sais pas, il y a du mal nulle part. Enfin. De toute façon, dès que t'es à droite, tu te fais allumer partout. Donc voilà, je sais pas si le concept fonctionne, mais bon, toi par exemple, t'as des sites de rencontres que pour les musulmans, il n'y en a pas un qui a beau, ça emmerde personne. Par contre, t'as un site qui dit bah voilà, moi je suis plutôt de droite, je suis plutôt conservateur, je suis plutôt ceci ou cela. J'ai préféré rencontrer des gens plutôt voilà, donc on peut être pour, on peut être contre, je m'en fous. Moi, je fais ça pour rendre service, ça rend du service. Voilà. Il n'y a pas où on en parle, donc finalement ça a dû bien rendre service. Bah, je sais pas, et du coup tu touches de l'argent par rapport à tout ça ou c'est juste une participation? Non, je touche pas d'argent. Non. D'abord j'étais encore policier à l'époque, donc du coup j'ai pas le droit de toucher d'argent hors mon salaire. Aujourd'hui, maintenant que je suis plus policier, j'ai le droit de toucher. D'ailleurs, je les ai appelés, ça me donne une bonne idée. Et alors, on me demande, alors après tu sais peut-être pas, on me demande si le problème n'était pas un problème de niveau de sécurité sur le site. Alors peut-être que tu sais pas, je sais pas. Ouais, j'ai entendu ça. Non, j'ai entendu qu'il y avait. Mais voilà, parce que de toute façon, dès que t'es de droite, tu te fais allumer. Donc il y a des mecs, voilà, des hackers qui ont réussi apparemment à récupérer des adresses. Bon, voilà, ils ont dû faire une erreur. Point. Voilà. Mais bon, c'est sûr que tu prends un hacker de droite qui va aller hacker un truc de les rencontres de la France insoumise. Voilà, c'est nul. Bon, à la limite, voilà, j'espère qu'ils ont rectifié le tir. Mais bon, enfin, je suis pas. Tu parles de la France insoumise, du coup. Alors, tu es en opposition avec Raquel Garrido. On t'a vu avec Anis à l'époque. On connaît un petit peu Anis Redskull, le fils de Raled, du coup. Et tu avais balancé beaucoup de choses sur Raquel Garrido et les soirées libertines. Si je devais balancer tout ce que je sais, je peux te dire que j'ai des images, c'est un film d'horreur. D'accord. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire et derrière, alors j'ai vu une info aussi, c'est que les clubs libertins n'étaient pas forcément fermés, parce que tu avais dit qu'ils avaient laissé que Darmanin avait laissé une sorte de passe-droit pour les clubs libertins. Alors qu'est-ce que tu as à dire par rapport à toute cette affaire? Comment t'en es venu là? Voilà. Plusieurs affaires. Non. En gros, je t'explique. Quand tu commences à devenir un personnage public, t'es attaqué de partout. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Des choses qui ne se font pas, c'est d'aller retweeter un montage, tu vois. Donc il y a des mecs qui ont volé mes photos sur mon Insta perso. Ils ont mis des hashtags parce que tout le monde sait que je suis gay. On essaie de me faire chanter pour pas révéler mon homosexualité, mais tant pis pour eux, je m'assume. Et donc voilà, donc ils ont récupéré des hashtags. En plus, le truc est grossier parce que quand tu vois sur la photo, tu vois que les hashtags sont troubles. Voilà, on voit que c'est un photomontage en plus. Et Garrido, c'est vrai que j'avoue que je lui en mettais plein la gueule pendant un mois parce qu'elle se remettait son slip sur l'oreille à l'Assemblée nationale. Voilà, elle invitait à Célestin Strigaud d'aller sucer la bite de son chef. Voilà, donc voilà.
Donc du coup, je la taillais bien sur Twitter. Et quand elle a eu cette photo, toi, ce qui se fait pas normalement, tu vois, voilà, il y a des limites à pas franchir. Ce qu'elle a fait, elle a retweeté, elle a dit est-ce que Bruno Attal est un prédateur? Ouais, il y avait un sous-entendu pédophilie, je crois, à l'époque, était Voilà, assez... voilà. pédophile, tout ça. Parce que tu avais vanté aussi la Thaïlande, du coup, une sorte de raccourci qui a été fait directement, quoi. Moi, je suis un passionné de la Thaïlande. Je pense y vivre un jour. Je suis pas attiré en plus par les mecs thaïs, donc voilà. J'y vais toujours en général avec mon mec. Donc voilà, bon, bref, je vais pas me justifier de là-dessus. Je l'emmerde. Et c'est d'ailleurs de l'homophobie, parce que j'aurais été hétéro, ça serait pas pareil passé comme ça. Donc je l'ai attaqué en diffamation. Je gagnerai, pareil, dans un an ou deux. Et puis ça fera pas une ligne. Mais en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est que tous ces gauchos fachos me traitent de pédophile. Donc ça, voilà, machin. Donc voilà, c'est des petites ordures, voilà, mais bon, c'est comme ça. Et moi, franchement, ça me blesse pas. Je sais qui je suis, mais comme quoi, c'est vraiment des gens de caniveau, quoi, pour faire des trucs aussi monstrueux. Parce qu'en plus, quand tu banalises ça, tu vois, toi, quand je dois avoir à peu près 50 messages par jour, oui, Getty, machin, on va lécher des pieds aussi parce qu'il y a un truc de pied. Voilà, c'est Twitter, c'est quoi? C'est des pauvres types qui sont dans leur chambre de bonne, qui ont raté leur vie. Et le seul truc qui leur arrive, c'est de pouvoir cracher du venin. Donc à chaque fois, c'est que je reçois un peu de leur venin. Finalement, j'ai l'impression un peu de les rendre heureux, tu vois, de leur faire du bien, tu vois. Donc voilà, crache leur venin, si ça peut leur faire plaisir. En tout cas, la Garrido, voilà, je l'ai balancé avec le fils de Khaled, qu'elle se faisait partouzer voilà, dans les clubs échangistes. Il est monté à 3-4 dessus. Voilà, elle n'a pas démenti, elle m'a pas attaqué en diffamation. Bon, après, elle sait que j'ai des images, donc voilà, je pense que voilà. Mais t'as pas peur que ça aille plus loin, parce que c'est la politique justement, et qu'ils veulent, enfin, ils pourraient essayer de te détruire en te mettant toutes sortes de dingueries, parce que c'est un peu le jeu justement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves pas qu'ils ont été assez loin? Je me fais traiter de pédophile, je me fais révoquer de la police nationale. Non, mais ça peut être encore pire, tu vois ce que je veux dire? On dit que j'ai travaillé 11 ans sur ma carrière en 23 ans. Mais justement, moi je fais confiance aux gens. Toi, même une personne là qui m'écoute qui se dit ah, je l'aime pas ce Bruno Attal. Ok. Mais si tu réfléchis bien, c'est pas un peu gros tout ça? C'est surtout abusé, on va dire. Bah, en fait, moi, c'est ce que j'avais dit. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Donc voilà, donc moi le seul truc, ouais, c'est qu'ils me mettent un délit sur la tête et puis que je me retrouve en prison ou alors que je me prenne un coup de couteau dans le dos parce que les mecs sont pas courageux. Mais bon, après voilà, j'ai fait ce choix de vie et surtout je prends mon pied parce que je les déglingue. Et sur Twitter, ils prennent une race de folie. Moi, je prends mon pied à déglinguer, mais en restant loyal, tu vois. Quand je filme Mélenchon, pour toi, je suis loyal. Après, quand tu mets des coups déloyaux, ben voilà, moi, voilà, ce qu'a fait Garrido, c'est digne c'est juste ignoble. Donc voilà, donc je la lâcherai pas, elle, je la lâcherai pas. D'accord. Ah oui, je la lâcherai pas parce que ce qu'elle a fait, c'est juste immonde. Et puis même t'imagines, pour les vraies victimes. Bah bien sûr. Et d'ailleurs, voilà, et le procès, de toute façon, je reverserai tout le pognon à une asso qui s'occupe de ça. Je travaille à la brigade des mineurs, je sais, j'ai un peu connu ce monde écœurant et dégueulasse. D'ailleurs, je n'ai même pas tenu un an parce que c'était immonde. Et voilà. Et donc, c'est juste, voilà. D'abord, c'est ce qu'on pouvait me faire de pire. Bah, après, j'imagine que. Bah, je sais pas, en politique, j'imagine qu'il y a toujours pire en fait. Tu vois, parce qu'il s'est tellement passé de choses dans la politique. Ah non, on peut pas faire pire. Ouais, moi, c'est simple. Moi, mes ennemis, c'est qui? Les racailles, l'extrême gauche, les islamistes et le pouvoir en place. Donc, moi, tu vois. Ouais, tu t'es mis un petit peu tout le monde, quoi. Donc voilà, mais j'assume parce que pendant, je t'ai dit, je suis plutôt qu'un garçon atypique. Dans la police, j'étais atypique et voilà, et même en politique, j'étais atypique et puis moi, je m'amuse. Alors... Moi, quand je sors des dossiers, par exemple sur Rosa Méziane qui se retrouve dans le bureau de Darmanin, alors que Darmanin, il a des doses parce que le mec c'est un crevard. Voilà quoi, voilà, il faut les sortir les doses. Donc voilà, mais tous les flics me donnent un coup de main, donc c'est marrant aussi. D'accord, et tu penses que tu peux faire tomber du coup un Darmanin sur sa gestion de la police, etc. Aujourd'hui, tu penses que c'est possible ou c'est mort en fait? Enfin voilà, si on est réaliste, parce qu'on a un système qui est bien verrouillé quand même, moi j'ai toujours l'impression que c'est impossible. Est-ce que tu penses que tu peux peut-être faire vaciller tout ça? Je suis le grade le plus bas. Je refusais tous les grades. J'aurais dû être major, même en tant que délégué syndical à France Police. Je pouvais aussi prendre tous les grades, je les ai pas pris. Donc je suis
tout en bas, le petit gardien de la paix. Et ce que je veux, ouais, c'est un mec comme Darmanin qui a menti, tu vois, en plus qui m'a mis en danger. Parce qu'en pleine émeute, il a dit que c'est moi qui avais tweeté sur l'affaire Naël. Et il m'a dit que c'était abject. Et il a mis mon nom sur le tweet. Ce jour-là, j'ai reçu à peu près, je pense, environ 50 000 menaces de mort et insultes. D'accord. Dans les cages d'escalier de Nanterre et de toute la France. J'étais à l'IGPN il y a 3 jours et ils m'ont dit dans toute la France, il y a écrit votre nom avec des insultes. Donc Darmanin m'a mis en danger en plus. Donc Darmanin, ouais, je bosse beaucoup et voilà, il y a des infos qui sortent. Et de toute façon, c'est un incompétent, c'est un carriériste. Il est prêt à tout pour devenir président. Et moi, petit gardien de la paix, ouais, j'espère sortir mon dossier dans pas longtemps, donc dans quelques mois. Et voilà, et balancer. Mais c'est vrai que ce gouvernement, tu sais, t'as la mise en examen du Dupond-Moretti, il est encore au gouvernement. Ouais. T'as un Darmanin qui a fait que des conneries entre les Anglais, entre les Mathéo, entre les chiffres qui explosent de la délinquance, et le mec, il est toujours là. Donc voilà, c'est un gouvernement assez spécial. Alors dans le chat, on me demande si t'as des ennemis à l'extrême droite ou à droite aussi. Quand tu fais de la politique, t'as des ennemis, partout, parce que c'est un monde assez de requins. Mais ils n'en seront pas, tu vois, à faire ce que Garrido a fait ou des trucs comme ça. Mais c'est pas vraiment des ennemis, on a l'impression que les places sont chères et que tout le monde joue des coudes, et c'est peut-être pour ça aussi que je fais un peu partie, parce que je pense pas que, tu vois, je pense pas que c'est vraiment dans mon tempérament, même si j'ai des opportunités, peut-être que je les saisirai, peut-être pas, je sais pas. Pour l'instant, je m'amuse en tout cas, je m'amuse vraiment à faire ce que je fais, à me réveiller le matin et à avoir ma boîte mail avec des photos enfin bref, des informations voilà, que je sortirai. Voilà, je trouve ça super intéressant. Et alors du coup, ça te fait quoi d'être cité par un rappeur très connu qui s'appelle Freeze Corleone dans son dernier album, je crois, où il dit que voilà, il est raciste comme Bruno Attal et Darmanin, une connerie comme ça, je sais plus, je crois qu'il te met côte à côte avec un politicien. Ça te fait quelque chose ou pas du tout? Ça m'en chatouille une, sans, comment il dit Chirac, sans bouger l'autre. C'est des pauvres types, c'est des mecs, regarde, tu vois, moi j'ai jamais couru après le pognon, jamais couru après ça. Le mec, tu vois, il fume des joints toute la journée, il est défoncé, c'est des pauvres types. Tu peux être multimillionnaire et être un pauvre type, hein. Donc ce mec-là, c'est un pauvre type, et voilà, il veut buzzer parce qu'il doit pas vendre un disque. Il doit en vendre parce que, voilà, c'est des pauvres types, quoi. Moi, ça me fait rien. Enfin, et alors, tiens, voilà. Une autre question du chat, est-ce que tu connais Gérard Forêt et qu'est-ce que t'en penses? Mytho ou pas? C'est la question qui est posée dans le chat. Ouais, je le connais bien, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je l'ai eu à l'antenne. Je l'ai eu à l'antenne. Ah ouais, mais des comptes, de toute façon, c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit, arrête d'aller partout parce que tu peux bien et du coup, tu fais pas assez de pognon. Parce que moi, je fais pas ça pour le pognon. Moi, je me débrouille. Enfin, je fais des investissements. Je pas besoin de ça. Mais ce que je dis à Gérard, je dis, mais arrête d'aller chez n'importe où. Fais-toi payer. Tu sors en plus des trucs. Après, Gérard, c'est une vraie crème et il a des vrais dossiers. Et ouais, il y a beaucoup de dossiers qui sont vrais. D'accord. Tu considères que c'est pas un mytho du coup pour toi, il a du vrai quoi. Non, mais des fois il enjolive, il me fait rire. Mais je peux pas tout vous dire parce qu'il me fait trop rire. Il est génial ce mec. Franchement, ce mec est génial. Mais les affaires Chirac, elles sont vraies. Les affaires, si, il y a plein de trucs qui sont vrais. Après, des fois, voilà, avec la délochrome, machin, je me suis tapé des barres de rire. Il me dit ouais, je fais tes PMP ce soir. J'ai dit vas-y. Et non, c'est un bon pote. Enfin, je m'entends bien avec lui. On voulait faire une vidéo ensemble. D'accord. Et après, quand il a merdé avec l'adénochrome, moi, je lui ai dit, écoute, on va repousser la vidéo parce que t'as merdé là quand même. Mais l'adrénochrome, toi, tu considères que ça peut être vrai, du coup, ou tu prends ça comme une boutade complotiste, ou tu le vois comme un truc possible, du coup? La question revient dans le chat, donc... Ah, c'est peut-être un truc qui existait, mais je sais pas, mais enfin, tu sais, j'ai 23 ans, 24 ans de police. Souvent, les gens pensent que, tu sais, un secret, tout seul, t'as du mal à le garder. À deux, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais alors à 10 ou 15, le secret, tout tôt ou tard, voilà. Donc, moi, voilà, donc... pour toi, ça n'existe pas. Non, pour moi, ça n'existe pas. Voilà, on est d'accord. Non, parce que voilà, faut le dire. Non, parce qu'il y a un moment donné où Gérard, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. Je lui dis, c'est là où il perd un peu en crédit, c'est de partir sur l'adrénochrome, alors qu'il y a plein de choses à dénoncer, tu vois, les trafics de réseaux pédophiles, il y a des vrais trucs, tu vois. Par contre, l'adrénochrome, c'est un peu en trop, quoi. Tu vois, c'est le truc d'il y a 15 ans sur Internet où tu te dis, bon, peut-être qu'il y a un petit souci, quoi. Après, lui aussi, c'est un ancien, alors il a vu quelques trucs. En gros, c'est ce que je lui ai dit, c'est que c'est
souvent des vérités. Mais après, il va en conclure sur la fin, tu vois. Mais il raconte un vrai truc qu'il a vu, tu vois. Il a vu un truc, je sais pas moi, comme dit, un mec qui va prendre du sang, je sais pas, il y a 30 ans, 40 ans, et puis tu vois, Il va broder il va finir autour. l'enquête tout Ouais. seul, tu vois. Mais il a des vrais dossiers. Moi, je l'en ai parlé parce que je travaille à Marseille. Donc, il m'a parlé de voyous que je connaissais. Il m'a parlé de vrais barons de la drogue. Il m'a parlé de ceux qui sont aux Pays-Bas. Voilà, je sais qu'il ne m'étonne pas. Il a aussi une carrière, effectivement, bien sûr. On peut pas lui enlever son vécu, quoi. Non, mais il connaît des trucs. Moi, il y a des noms que nous, les flics, on sait. Que, voilà, donc. D'accord, très bien. Non. Alors, une autre question qui revient dans le chat, alors je sais pas forcément tout, et une histoire de BNB avec des multiples réservations sur un même jour, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas quoi. C'est quoi ça? Alors je sais pas, c'est le chat qui me dit est-ce que tu as prévu de lui poser une question sur ces arnaques BNB, multiples réservations sur un même jour, etc. Donc je ne sais pas forcément de quoi il s'agit, j'avoue. Moi non plus, je sais D'accord. pas. C'est quoi? Voilà. C'est sorti dans quel truc ça? Je sais pas, je demande au chat si tu peux me préciser c'est qui c'est, tac. La tour PNL, si tu peux me préciser. Et alors du coup, il y a une autre question par rapport à la policière suicidée. Y a-t-il eu une policière suicidée en lien avec l'affaire des amis de Lisa? C'est qui ça, les amis de Lisa? Eh bah, je demande à Tokae de me préciser sa question. Il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, mais du coup, là, je sais pas, moi, je connais pas. Donc, je peux pas te dire. Et tac. Non, bah après, ça, c'est une autre question de Sandek, on s'en fiche. Et je regarde s'il y a d'autres gens. Si vous avez des questions à poser à Bruno Attal, n'hésitez pas. Qu'il met en Airbnb. Est-ce que tu as des Airbnb? Voilà, ce sera plus simple de poser des questions comme ça. Je sais pas. Sa baraque dans le sud, on me dit. Ah, voilà, il précise. La baraque dans le sud qu'il met en BNB. Voilà. J'ai plusieurs biens, donc je sais pas. Et donc, vas-y, donc c'est quoi la question? Eh ben, je sais pas. Attends, la question, du coup, je reviens dessus, c'est est-ce que tu. Bah, du coup, est-ce qu'il y a une arnaque avec les Airbnb? Je sais pas. Moi, j'avoue, je sais pas. Ça serait quoi l'arnaque? Je comprends pas. Je sais pas. Tour PNL, précise ta question. Si tu peux me dire de quoi il s'agit précisément, voir l'article, etc., balance-le. Mais du coup, ce sera plus simple pour retrouver du coup tout ça. Et alors, du coup, il y a des gens qui te soutiennent en disant il y a des gauchos qui inventent tout et n'importe quoi dans le chat. Ils sont désespérés de se faire Bruno. Alors, du coup, ça te fait quoi d'être autant ciblé d'accusations de toutes sortes? Moi, j'avais vu du coup l'accusation de pédophilie où j'avais dit aux gens vous allez peut-être un peu vite en besogne quand même pour pouvoir. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves qui corroborent ça en fait. Et comment tu le vis quoi? Parce que tu dis voilà, ça te fait rigoler, limite, ça, voilà, ce qu'il faut, c'est simple. Regarde, il y a une personnalité avec qui je m'entends bien, on se voit souvent, et qui souffre de ça, tu vois. Et je lui explique, je lui dis c'est simple. Soit t'arrêtes tout, soit tu prends. Moi, je pensais pas que ça allait aller si loin parce que c'est vraiment immonde, tu vois. Mais encore une fois, soit j'arrête tout. Moi, je fais un business, je fais un petit truc de temps en temps sur ma chaîne YouTube, voilà, et j'arrête tout. Voilà. Soit t'es assez fort pour combattre comme je te dis, c'est les pauvres types qui sont dans leur chambre de bonne, qui ont raté leur vie, qui sont moches, qui sont dégueulasses, qui ont tiré un coup une fois par an et encore en payant. Donc voilà, c'est des pauvres types, des raclures, et ils crachent leur venin et ça leur fait du bien. Donc moi, à chaque fois que je vois un crachat de venin, je me dis qui c'est qui peut avoir derrière, c'est le pauvre type, tu sais, qui doit être là. Et du coup, j'ai même un peu de condescendance, voire pas de mépris, tu vois, mais ouais, de pitié, voilà, tu vois, de pitié. Donc voilà, tu vois, moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie, tu sais, d'envoyer des messages, bien sûr, anonymes à quelqu'un pour lui dire que t'es pédophile parce qu'il y a un photomontage. Oui, c'est pas le plus faut vraiment être. Non, mais t'imagines, d'ailleurs, à tous ceux qui m'aiment pas sur ton chat, là, t'imagines là, les mecs là qui sont chiens en train de me critiquer, me sortir des saloperies. Ah, mais les gens ils t'attendaient, hein. Il y en a qui t'attendaient en mode ah non, pas Bruno Attal. Alors il y en a qui le détestent et il y en a qui t'adorent. En fait, moi, ma chaîne elle touche à droite comme à gauche. T'as un crasseux de gauchou qui s'est pas lavé les cheveux depuis 6 mois. Qui est rien en vérité. Ça, le mec, il me croise dans la rue, il va me demander un selfie, tu vois. C'est des pauvres types, toi, c'est des racleurs de bidets. Bon, bah voilà. Après, mais ça leur fait du bien. Moi, j'ai l'impression d'être un peu quand même leur psy, tu vois. Ça peut leur faire du bien. Ils ont l'impression. Et puis en plus, c'est de faire du mal. Tu sais, quand t'es inoffensif, parce que c'est des inoffensifs en vérité, ces gens-là. Donc, tu vois, de faire du mal un peu, d'exister, voilà, par le mal. Voilà, ça peut leur faire du bien. Voilà, moi, je suis assez costaud. Il y a des gens, c'est beaucoup plus dur. Pour la famille, ça peut être plus dur. Et puis après, moi, on en a rigolé avec mes frères. C'était marrant parce que ils me disent putain, ce que tu prends.
Et après, on a commencé à lire les messages de tout ce que je prenais. On s'est tapé une soirée de barre de rire, mais de ouf, quoi. Et voilà. Et non, je sais qui je suis. Vraiment, vraiment, l'intérêt général pour moi, c'est primordial et on peut pas être d'accord avec moi. Hier, j'ai fait un débat avec Adama Traoré. D'accord. Pas Adama Traoré, mais tu sais, un mec de cité, là. Ouais. Bon, voilà, au début, je lui ai dit, moi, on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que t'es une brave personne, je sais pas, voilà, mais. Oui, t'as pas c'est de le haine débat. finalement, ni avec les. Enfin, t'as juste la haine contre les racailles finalement et tout ce qui fout le bordel. Non, j'ai Mais... pas de haine. Enfin, de haine. J'ai du Je sais même pas. mépris. J'ai du mépris, j'ai de la pitié. Mais la haine, c'est pour les faibles. La haine, c'est du mépris, c'est de l'indifférence, mais pas de haine parce que ils sont même pas assez intéressants pour que je les déteste, tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi un pauvre type qui va te dire, je sais pas moi, comme la Garrido ou l'autre là, ou les mecs là en ce moment ils kiffent sur Twitter. Ouais, il a travaillé 11 ans. Bon, alors admettons, on va dire, admettons que j'ai été en maladie 11 ans. Et qui vous dit que j'ai pas un cancer? Qui vous dit que je suis pas séropos? Qui vous dit que je suis pas que je fais des dialyses? Qui vous dit? Oui, dans ce cas-là, il y aurait une Il n'y en a raison pas pour un là, t'expliquer. les bons gauchos là, les bons gauchos qui m'écoutaient là. Ça se trouve là, je suis très malade. J'ai été 11 ans malade. Vous avez aucune pitié. Vous êtes des chiens. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me dis, ça me touche pas. Franchement, ça me touche pas. Et vraie question du chat qui se posait la question, tu disais que tu avais plusieurs propriétés dans le sud. Alors, est-ce que tu es héritier? Comment, voilà, d'où vient tout cet argent, dirait certains? J'ai beaucoup travaillé. Je suis né dans un HLM, dans une cité. Dès que je suis rentré dans la police, j'ai fait mon premier achat immobilier. Et moi, je suis enfin, j'ai fait tous les métiers du monde. Hein. J'ai bossé à l'usine, j'ai tout fait. Hein. Et puis j'ai acheté le premier appart, j'ai commencé à le retaper. Tout seul, puisque je travaillais dans le bâtiment, et puis il a pris de la valeur, et puis j'en ai racheté un deuxième, parce que j'avais accès au crédit assez facilement, et puis j'en ai racheté un deuxième, j'en ai revendu un, j'en ai retapé un troisième, j'en ai refait, puis moi j'ai pas eu beaucoup de week-ends dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de, voilà, j'ai beaucoup bossé, et je me suis construit un petit capital, et puis qui me laisse, tu vois, je pourrais arrêter la police et continuer mes business et gagner 10 fois plus, mais non, voilà, donc je travaille dur, j'ai travaillé dur, et voilà, je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi dans ma vie. Et je me permets alors de revenir sur ce que tu disais sur l'arrêt maladie. Est-ce que tu sous-entends que tu as été malade? Parce que certains disent, ouais, il a été malade, j'y crois pas trop, machin. D'autres qui se disent que c'est dégueulasse justement d'attaquer là-dessus. Mais alors, du coup, je sais pas si tu le sous-entends, si tu. Enfin, non, j'ai eu un gros problème de santé, voilà, mais tout est faux. C'est-à-dire, en plus, moi, je suis tenu au secret de certains trucs, donc je peux même pas tout vous dire, et ils s'en servent. Donc voilà, donc moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai donné à la police et ce que j'ai fait comme heure à la police, crois-moi que ce sont mes débiteurs. Quand je travaillais au STUP, j'avais 2500 heures de radio qui m'ont jamais été payées. Tu partais le matin, le lundi, tu revenais 3 semaines après chez toi parce que tu avais une commission rogatoire sur Rennes qui était partie sur la Corse, et que voilà, donc la police, elle est largement débitrice sur toutes les heures que j'ai données, et les plaintes que j'ai prises au dernier moment parce que j'avais une victime alors que j'avais fini mon service, et des accidents avec un gamin incarcéré et que tu dois te taper 3 heures ou 4 heures d'heures sup qu'on te paye pas. Donc voilà, ceux qui pensent, de toute façon c'est tellement. De toute façon, je vais le publier, c'est-à-dire je vais mettre en ligne l'enquête IGPN. Et vous allez voir les pourris. Voilà, vous allez voir ce que c'est que l'IGPN, les pourris que c'est. Par exemple, quand j'étais à l'IGPN, ils m'ont demandé si j'appartenais à un parti politique. D'accord. C'est illégal. Voilà, c'est comme l'URSS. Ça t'arrive là-bas. Si t'es pour Macron, on t'emmerde pas. Si t'es pour Zemmour ou Le Pen, on t'emmerde. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et pourtant, on dit que la police est majoritairement d'extrême droite. Ce serait faux, ça? Parce que... Comment tu le perçois? Il n'y a pas d'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite. Non, la police vote plutôt Marine, Zemmour ou Dupont-Aignan, oui. À 60-70%, je dirais, ouais. D'accord. Donc plutôt à droite, réellement, mais ok. Et pourtant, on est confronté aux réalités. C'est-à-dire que quand moi je dis que 8 à 9 personnes sur 10 que j'ai interpellées dans ma vie, c'était des mecs originaires d'Afrique, comme personne ne veut le dire, au bout d'un moment, les gens disent, les seuls qui le disent, c'est les mecs de droite. Hein. Donc voilà, alors, c'est un fait, on ne veut pas faire de statistiques ethniques, mais voilà, c'est un fait. Donc il y a des gens qui posent des problèmes, et personne... Au lieu de se dire, bon, c'est un fait, et ensuite on essaie de trouver la solution en se disant, tiens, pourquoi ces gamins ils ne se sentent pas français?
Pourquoi ces gamins, ils ont une haine de la France? Pourquoi ces gamins, ils sont ceci ou cela? Et là, tu peux essayer de trouver des réponses. Mais non, comme ça n'existe pas, tu trouveras jamais les réponses. Et c'est le Donc les problème policiers de sont la victimisation quelque part, quoi. On est toujours là-dedans. pour moi, c'est de la victimisation parce que voilà, la vie c'est dur, c'est un combat et pour moi, alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est une chance de naître pauvre. C'est une chance de naître en cité. Voilà. D'accord. Je préfère largement ma vie où moi j'ai vécu en cité que tous les potes que j'ai, des fils de bourgeois, des fils à papa, qui vivent dans le 16e, qui se prennent des rails de coke dans le pif toute la semaine parce que c'est des pauvres types. Moi, quand j'ai acheté ma première 205 Junior, tu vois, mon premier appartement, j'ai pleuré, tu vois, je pleurais, j'étais le premier propriétaire de ma famille, j'ai pleuré, tu vois. Et le mec qui reçoit sa Ferrari de papa et maman, lui, il a fait pas une larme, tu vois. Donc, je dis vraiment aux gens qui m'écoutent, de naître pauvre et de n'a rien avoir et de se créer, c'est la plus belle, c'est la plus belle jouissance que. Donc voilà, moi je me plains pas, je suis très heureux de mes 50 premières années. D'accord. Et alors du coup, en parlant d'extrême droite ou de droite, tu connais Baptiste Marchais, et on me demande dans le chat ce que tu penses de l'action de Papacito avec le maire de Montjoie. Alors comme ils sont assez proches, je fais un petit peu le lien, et est-ce que tu trouves que c'est un petit peu border, ou est-ce que tu arrives à soutenir ce genre de démarche, même si ça peut être considéré comme... Je me souviens plus ce qu'il avait fait avec le maire exactement. Alors le maire il lui a rien fait, il a juste fait une sorte de vidéo où pareil, quoi, il me faisait une mise en scène avec comment ça s'appelait, une fouine qui se faisait enculer et passer à tabac. Et c'était le maire, la fouine, en fait, voilà, dans la métaphore. Papacito, il est génial. C'est un mec génial, Papacito. Baptiste Marchais aussi, il est plein de convictions. Il y a plein de trucs où on n'est pas d'accord. Mais tu vois, c'est peut-être ce qui nous différencie, nous. C'est-à-dire que dans notre camp, quand on n'est pas d'accord, on adore pas être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quand moi j'ai eu des conversations avec Baptiste Marchais, je me suis tapé des barres de rire parce qu'on n'était pas d'accord, mais on était tellement à des années-lumière. Mais on se respectait parce que, voilà, on est des braves types. Alors que je sais pas, de pas être d'accord, c'est pas très grave quand tu sais que ton interlocuteur c'est un brave type et qui veut le meilleur pour les autres, tu vois. Et Papacito, c'est un mec, il est juste énorme. C'est juste un mec énorme, c'est un mec qui a d'une intelligence, il est d'une perspicacité, vraiment, voilà, c'est des mecs géniaux. Après, on peut ne pas partager, mais franchement, le mec, c'est un bon, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je les adore tous les deux, voilà. Même si avec Baptiste, on s'est faillité un peu sur des sujets, mais je l'adore parce que, voilà, il a fait son truc, il a du talent, hein, il a du talent. Il pourrait faire beaucoup plus de pognon à faire du buzz et il préfère, voilà, il est sur un créneau, il veut y rester, et voilà. Très bien. Donc oui, tu comprends leur position et t'aimes bien leur travail, de ce que je comprends. Et du coup, je regarde un peu s'il y a d'autres questions qui sont relayées. Moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que tu te souviens de l'octrice et qu'est-ce que tu penses de cette affaire qu'il y avait eu avec la police à l'époque qui était considérée, pour certains, surtout dans les stupes, etc., comme des pourris et qui racketaient, etc. Est-ce que ça a été réglé ces problèmes au niveau de la police? À l'octrice? Ouais. Enfin, à l'époque, il y a eu c'est des choses qui existent encore, en gros, c'est ça que je veux dire. Mais tu auras toujours des mafieux, tu auras toujours des flics qui vont être faibles, qui vont voir, qui vont être faibles à un moment donné, ils ont du mal à joindre les deux bouts, et puis il y a un billet qui va traîner par là, voilà. Après, voilà, le mec il doit être sanctionné parce qu'il faut qu'il choisisse son camp, mais moi je peux te raconter des histoires. Tiens, je vais te raconter une histoire. Souvent, moi, quand j'étais au STUP, on ramenait beaucoup de cam au greffe du tribunal et beaucoup d'argent. Et un jour, je devais ramener, je sais pas, 200 ou 300 000 euros qu'on avait pris en perquise. Et je l'amène au greffe du tribunal. Et là, je lui dis, mais vous faites quoi de la cam? Il me dit, eh ben, écoute, quand le procès est terminé, qu'il n'y a plus de voie de recours, on détruit tout. Il me dit, il y a une dizaine de témoins et tout le monde est témoin. Merci Sophie. Je dis, ouais, mais vous pesez, tout ça. Il me dit, ouais, on pèse tout devant tout le monde et on va. Et je fais le pognon. Il a où le pognon? Très bonne question. Vous ne détruisez pas le pognon. Et là, il me dit, bah écoute, c'est simple, je reçois, alors à l'époque c'était un Telex, et il y a un mec du ministère de l'Intérieur qui vient avec une valise et qui les met dans la valise. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand t'es flic, en gros, ça va pour les fonds secrets et ça va pour, à l'époque, t'as l'adjoint du ministre, là, qui est parti au placard pour ça, hein. Les mecs qui tapaient, ça, les ministres, ils tapent, et comme tout le monde tape, hein. Parce que moi, une fois, j'ai eu une gratification, tu vois, on avait fait une belle affaire, et des fois, dans la police, t'as une gratification, ils appellent ça, ils te donnent un billet, tu vois. D'accord. Et on nous donne une enveloppe, et on voit que l'enveloppe, elle est à 80%, tu vois, qu'il y avait l'épaisseur de tous les billets, et que nous, on avait les derniers billets de 500 francs, tu vois. Et tout le monde s'est servi du début jusqu'en haut, tu vois, tout le monde s'est gavé, tu vois. Donc voilà. Donc quand t'es flic, tu vois ça, et que tu fais une perquise, et que tu trouves 200 000 euros, et que le mec, il te dit, non, monsieur, il y a que 150 000,
Voilà. Après, ceux qui touchent à la câble, tous ceux qui touchent aux armes, franchement, c'est des enfoirés. Mais un flic qui est faible, voilà, il doit être sanctionné, mais il doit être viré. Moi, ça me pose pas de problème. Mais voilà, c'est l'humain. Enfin, d'ailleurs, c'est bizarre, on pose toujours ce genre de questions comme si les flics, c'était pas des humains, tu vois. Ah si, non, mais moi je m'en doute que ce sont des humains, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est intéressant malgré tout, l'affaire de l'octrice, c'est un truc qui a fait énormément de bruit. Maintenant, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'affaires comme ça, mais ça fait penser à pas mal de choses. Après, derrière, est-ce qu'on paye toujours les indices? Tiens, ça c'est une question que je me pose aussi, parce qu'à l'époque, je sais qu'il y avait des possibilités selon la taille des affaires. Est-ce que ça se fait toujours, ça? Alors nous, les policiers, on n'a pas le droit de payer les indices, on n'a même pas le droit d'avoir des indices, mais bon, ça se fait forcément. Bah oui. L'administration est toujours forte. Hein. Ah, c'est interdit, vas-y. Ouais, c'est les douanes qui ont le droit de payer, non pas. Ah, je crois que ça a changé. Je crois que depuis 5-6 ans, ça a changé. Okay. Mais moi, à mon époque, on n'avait pas le droit, donc ça n'existait pas. Donc tous les groupes stup ont une caisse noire. Donc voilà. Et donc, bon bref, attends, je regarde si c'est prescrit. J'ai quel âge? 30, machin. Non, c'est pas prescrit. Donc du coup, voilà. Bon, il paraît que tous les groupes stup, ils ont une caisse noire et ils tapent un peu dans la perquise pour avoir des téléphones. À l'époque, c'était les téléphones payants. Enfin, t'avais pas un forfait. Quand tu fais du filoche, tu dois t'arrêter dans un bar, arrêter dans un hôtel, machin. Donc voilà. Donc ça, c'est les groupes stup qui... du coup, c'était quoi la question? Je me souviens plus. Bah, en gros, est-ce qu'on arrive à rémunérer les indiques Ah oui, les indiques, pardon. Non, les indiques, en général, moi, je vais dire, je pense qu'ils sont souvent rémunérés avec le produit. Mais quand c'est du shit. Après, il y a beaucoup de groupes qui vont pas donner de la coke, de l'héros, des trucs comme ça. Ouais, ils veulent pas. Souvent, les flics, ils veulent pas laisser tourner le produit. Par contre, ils vont dire à la limite. Ils arrêtent pas la personne à la limite. Voilà, c'est ça. Ils vont éviter de l'arrêter en fait. C'est plus ça quoi. Ils le mettent en garde à vue et ils le laissent sortir ensuite, des trucs comme ça. Ah, tu parles des indices? Non, mais pareil, t'as peu de fois, t'appelles le proc, machin. Voilà, c'est un ponton, machin. Voilà. Mais c'est les douanes. Les douanes, ils ont des vrais informateurs. Et eux, ils les rémunèrent. Ils ont carrément même des fois, c'est par virement et tout, donc c'est... D'accord. Ouais, donc il y a un côté officiel chez les douaniers. Par contre, la police n'a pas le droit de faire ça. Donc ça veut dire que le côté police de proximité est totalement détruit, en fait. Il me semble que maintenant on a le droit. Mais moi, je trouve que ça fait très peu de temps. Il faudrait que je me renseigne. Mais normalement, non, on n'a pas le droit. Mais police de proximité, ouais, c'est pareil, ça, c'est un slogan. C'est fini, quoi. Ça n'existera plus, quoi. Mais non, la police de proximité, c'est une fumisterie. C'est un slogan de Lionel Jospin. En gros, regarde, moi j'ai connu la police en 93 où on était des flics, on marchait dans la rue, on était 2, on arrivait, on contrôlait 10 mecs et il n'y en a pas un qui bougeait une oreille. On rentrait partout, tout le monde nous donnait des infos. Alors on nous filait, on buvait le café gratos, on faisait sauter des contraventions, l'autre il me donnait des infos. Toi, c'était ça la police de proximité, tu vois. C'est ça, ouais. Et du jour qu'ils sont arrivés là, les gauchos au pouvoir, eh ben, ils ont voulu faire laver plus blanc que blanc. Donc du coup ils nous ont dit bon, on va créer la police de proximité alors qu'on existait déjà. C'était ça la police de proximité. Donc ils nous ont enlevé tous ces trucs-là, faire sauter les PV. Avant, on faisait sauter les PV. Le mec il me disait ouais, voilà j'ai une info, blabla, tu faisais sauter son PV, c'est normal, c'était comme ça, c'était du donnant-donnant. Ben ça, tout ça ils ont enlevé et après ils ont fait croire qu'on faisait la police de proximité alors qu'on allait, on nous demandait d'interpeller personne, de pas interpeller les mecs, de laisser les trafics de stupes perdurer et puis comme ça les statistiques elles descendaient, puis elles sont descendues. Et pour toi, il y a une volonté de déshumaniser les flics, du coup, ou pas? Parce qu'il y a un côté comme ça, un peu, vous êtes des Robocop, machin, truc chouette, enfin, il y a vraiment une idée un peu de machine à frapper, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une déshumanisation, du coup, du flic? Tu l'as toujours à mal dire, vas-y, redis-le. Une déshumanisation du flic. Tu l'as toujours mal dit. Bon, bref, j'ai compris ce que tu voulais dire. Non, mais ne crois pas, c'est simple, il n'y a qu'un intérêt, c'est les statistiques. D'accord. Donc tu peux déshumaniser qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. L'intérêt, c'est que ton ministre, il veut des statistiques meilleures que son prédécesseur. Donc il va mettre la pression au préfet. Les préfets vont mettre la pression aux commissaires départementaux, qui vont mettre la pression aux autres commissaires. Tout le monde a des primes, tout le monde se gave. Et à la fin, tu as le petit flic qui doit faire son chiffre et puis c'est tout. Voilà, c'est que ça. Et le jour qu'on sortira de ce schéma et qu'on reviendra avec un commissaire et qu'on saura si la délinquance descend, ne serait-ce que les gens se sentent plus en sécurité, ça suffirait largement, mais bon, voilà, leur fausse stat, on a fait que ça, moi je fais que ça pendant 25 ans, des fausses stats. D'accord. Et alors justement, tiens, en parlant de fausses stats, est-ce que c'est pas un faux problème l'histoire de la baya? Parce que, est-ce que tu arrives à être d'accord avec notre président sur le fait d'interdire la baya, ou tu considères que c'est une connerie, genre une sorte de position politique, un peu marketing, pour la rentrée, quoi? Bah, les deux. Je pense que pour ce gouvernement qui le lundi va laisser l'islamisme prospérer et le mardi interdire la baya, voilà. Il y a des...
moi, pour moi, la baya, ça reste un signe religieux, ça reste. Donc pour moi, il n'a rien à faire à l'école. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est un signe religieux, point. Alors on veut dire ah mais c'est pas religieux et après on va dire que je suis islamophobe. Donc après, il faudrait savoir. Donc on sait très bien que c'est pour mettre de plus en plus de visibilité dans ces quartiers surtout. Et voilà, donc il y a intention de gagner du terrain sur tous les fronts. Donc oui, de mon point de vue, il faut interdire la baya à l'école. Voilà, voilà, c'est mon avis. Ceux qui sont pas d'accord, je suis content pour eux. Et du coup, il y a une vraie influence des frères musulmans ou d'un radicalisme religieux en France encore actuellement. C'est sûr et certain. C'est encore très présent. Ah bah c'est pas sûr et certain, c'est même de pire en pire. Bah, déjà pour que ça fasse autant de bruit, déjà pour qu'il y ait ce problème, c'est que forcément, c'est simple. Est-ce que tu vois toi des Asiatiques qui viennent en tenue traditionnelle à l'école? Pas encore. Est-ce que tu... Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un islam politique qui veut absolument et qui avance, qui passe ses pions, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est une grande souffrance pour une fille de lui dire ne mets pas d'abaya. Elle se sent vraiment perturbée pour aller à l'école. Puis c'est vrai qu'à l'école, voilà, quand on abaya à l'école, enfin je sais pas, il y a un peu de respect, quoi. Enfin, voilà, me semble-t-il. Très bien. Et moi, dernière question que j'ai à te poser, on va dire, est-ce que... Alors, comment parler en fait finalement aux autres personnes que la droite qui seraient convaincues par ton discours, parce que bah, du coup la gauche, le centre ne te portent pas dans leur cœur, on va dire, Macron, etc. Voilà, c'est pas forcément ceux qui vont te soutenir. Mais comment tu penses pouvoir leur parler du coup? Est-ce qu'il faut leur parler? Est-ce que tu penses pouvoir leur parler un jour? Ou sinon, en réussissant à dénoncer peut-être tout ce qu'il y a à faire sauter. Mais est-ce que tu penses que c'est possible du coup? Mais moi, je parle avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas des gauchistes qui sont plutôt sectaires. Moi, le principe, pour moi, c'est que mon interlocuteur soit sincère dans sa volonté de l'intérêt général. Quand tu as ça en face de toi, quand tu as un mec qui est vraiment posé de tout, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, au Puy avec un mec, et donc voilà, le mec il me dit je suis fan de Sandrine Rousseau. Tu vois un peu le truc, hein. Oui, je vois bien, ouais. Donc voilà. Et là, on se retrouve au pieu. Et là, bon, le mec me connaît pas, tu vois. Donc, mon Twitter, et il me regarde. Et on passe la nuit à discuter. Et le mec est juste génial. On est à tous les deux aux opposés, mais juste le mec est respectueux. Bon, peut-être aussi que j'avais assuré, mais je sais pas. Mais le mec est respectueux. Il essaie de comprendre ton point de vue. Il n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai connu cette France-là, hein. Tu sais, on appelait ça la France des bistrots, ça, mais la France, c'était quoi? Ça a toujours été, on n'est pas d'accord, mais on se respecte, on s'aime bien. En principe, on débat, ouais. On se gueule dessus, mais on débat quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, de toute façon, à la limite, le temps me donnera raison. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand Jean-Marie Le Pen, pour qui j'ai jamais voté, et voilà, qui a dépassé les limites sur l'antisémitisme, le racisme ou même l'homophobie, mais ce mec-là qui disait des vérités il y a 40 ans, aujourd'hui, ça lui donne raison. Aujourd'hui, ça lui donne raison. Donc voilà, donc moi je sais que le temps nous donnera raison. Mais t'as jamais voté Le Pen? Enfin, Jean-Marie? Mais t'as voté Marine du coup ou pas? Voilà, j'ai toujours voté Marine, jamais voté Jean-Marie. D'accord. Et c'était quoi pour toi la limite en fait par rapport à Jean-Marie, Marine? Parce que certains du renfort crématoire, le détail de l'histoire, le petit P des rouquins. Enfin voilà, voilà. Alors moi je connais des gens qui me disent mais Bruno il a pas une once de racisme. C'était les anciens, ils parlaient comme ça. Je dis écoute, moi à l'époque, voilà, je pouvais pas voter pour un mec qui me dit qui fasse ses blagues de four ou qui a même des propos, tu vois, limites. Donc voilà, moi il est hors de question que je vote un jour pour un raciste ou une raciste. Donc voilà, pour moi ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ont une pointe de racisme. J'ai discuté, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais de toute façon on est toujours les racistes de service. Hein, aucun argument, aucun voilà raciste. Voilà, c'est facile, c'est simple. Raciste et extrême droite. Voilà. Alors pour toi, il y aurait qui de raciste en France, du coup? Tiens, ça m'intéresse comme question. Qui serait encore vraiment raciste aujourd'hui en France, dans un parti politique? Ah ben il y a les antisémites, ils sont à la France insoumise, ça, il n'y a aucun problème. Enfin, je sais pas. Moi j'ai des là franchement, enfin. J'avoue que je suis d'accord, mais il y a beaucoup d'antisémites là-bas. Mais bon, c'est un autre débat. Non mais c'est simple, un antisémite il voterait plutôt Mélenchon, donc voilà. Et ils font pas le ménage dans leur truc. Enfin voilà quoi. Tu sais, au bout d'un moment, c'est simple. Ce qu'on a reproché à Jean-Marie Le Pen pour 3 ou 4 dérapages, à la France insoumise il y en a 25 des dérapages. Voilà, voire 50.
Donc on est toujours beaucoup plus souple avec la France insoumise et l'extrême gauche. Qu'on n'ait pas fait de cadeau à Jean-Marie quand il a dépassé les bornes, ça pose aucun problème. Et par contre, quand tu as toute la journée des Mélenchon qui te disent que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, que Ercilia Soudé, la députée, qui accueille un mec qui a tenté de tuer un Juif en Israël, il l'accueille, comme il s'appelle, Amouri. Voilà, le mec, il l'a reconnu, hein, il a tenté de tuer un Juif, hein, parce qu'il était Juif. Et eux, ils le reçoivent avec des drapeaux et pas des drapeaux parce qu'ils sont pas la France, mais ils le reçoivent avec honneur, tu vois. Donc voilà. Problème, et je peux te promettre que dans mon camp, ça m'est déjà arrivé de croiser un mec qui tient des propos racistes, mais le mec, il a dégagé, mais vite fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon assaut, tu sais, touche pas à mon flic, c'est défendre les policiers, mais en deuxième, c'est défendre les policiers victimes de racisme. Tous mes collègues qui sont noirs ou rebeux et qui se font systématiquement insultés de vendus ou de traîtres ou de bounty, etc. Voilà. Et eux, tout le monde s'en fout du racisme qu'ils subissent. Donc le racisme, c'est violent. Moi, voilà, je suis gay, je suis juif, je sais ce que c'est qu'être minoritaire et de subir l'intolérance. Donc voilà, il est hors de question que c'est un truc voilà, que je lâche pas. Et de se faire traiter de raciste, c'est aussi violent que de subir le racisme. Et Soral, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Ouais. Et Soral, du coup, t'en penses quoi? Tiens, du coup. C'est antisémite, Soral. Ah bah ça, là-dessus, je dirais pas le contraire. Hein. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que t'en penses, du coup, de Soral? Parce que ça a été un phénomène, quand même, tu vois. C'est maladif. Mais bon, voilà, c'est qui si tu veux, il est passé à côté de sa vie et tant pis pour lui, quoi. D'accord. Et est-ce que tu connais Hulkan, du coup, Grégory Chiali, qui est un peu la bête noire de Soral à l'époque? Comment? Tu connais Hulkan Grégory Chiali, qui était la bête noire de Soral à l'époque, un hacker israélien? Ah oui, c'est le Hulkan, c'est le hacker, c'est ça? C'est ça. Non, je sais pas. Non, je me suis jamais intéressé ni à lui, ni à Dieudo. Enfin voilà, tous ces gens, ça m'intéresse pas. D'accord, très bien. Bon, eh bien, je pense que pour cette première fois, en tous les cas, Brigitte, je pense qu'on a fait un bon tour de ton personnage. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire d'autre dans ton actualité? Si tu as d'autres choses à nous présenter, je te laisse dérouler avant que je te libère. Juste ceux qui sont pas d'accord avec moi, toi, par exemple, quand j'avais fait TPMP, je me souviens, personne n'avait vu la vidéo et personne n'était d'accord avec moi. Et donc, moi, j'aime bien que mon interlocuteur voit ce que je fais. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube, touche pas à mon flic. Et de ne pas être d'accord avec moi, voilà, par exemple, des fois, il y a une appréciation, surtout sur les vidéos. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la fin Naël, mais surtout sur les vidéos. Aujourd'hui, d'avoir des vidéos comme celle de Naël ou comme celle de Zéclair, choses comme ça, on peut instrumentaliser. Moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'une vidéo, tu peux tout lui faire dire. Ouais, parce que toi, tu fais une reconstitution, en fait. C'est à peu près ça, en fait. Voilà, moi, je récupère la vidéo, je l'analyse. Moi, comme je suis pas objectif parce que je choisis mon camp. Tu vois, parce que j'essaie de contextualiser une vidéo. Moi, je raconte souvent, je l'avais raconté, tu m'as parlé du crayon, tu vois, je dois interpeller un mec qui vient de se frotter sur une gamine. C'est très compliqué à interpeller, il se replie sur lui-même, on est au sol, et je lui mets 3-4 patates dans la tête pour pouvoir le menotter. Et là, je me dis, à l'époque, si on m'avait filmé, on appellerait ça des violences policières. Parce qu'on n'a pas contextualisé que le mec, je dois l'interpeller. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, faites attention aux vidéos. Ayez votre avis. Moi, je suis plutôt pro-flic. Mais quand je tombe sur un flic, moi, je fais pas de cadeau aux flics racistes, je fais pas de cadeau aux flics qui se comportent mal. Mais il faut contextualiser entre le policier qui fait mal et le policier qui se trompe. Et pour toi, l'affaire Naël, il s'est trompé, du coup? Enfin, c'est une erreur de trajectoire de balle dans l'idée? C'est quoi? Alors déjà, la balle, elle est passée par le bras. Donc forcément, il n'a pas visé. Et ensuite, elle a ricoché dans le cœur, je crois. Mais dans l'affaire Naël, quand tu regardes l'affaire, t'es policier. D'accord? Tu suis un mec qui te fait 2 refus d'obtempérer. Ce mec-là, il a failli faucher un piéton et un cycliste. C'est le procureur de la République qui dit, je pense qu'il est factuel. Tu vois la vidéo où le policier, il a le coude sur le capot. Il gueule pour que le mec s'arrête, enfin ne redémarre pas. T'as un quart de seconde où le mec il redémarre. C'est-à-dire que si Naël met un coup de volant à gauche, le policier est broyé contre le mur.
ce quart de seconde, moi je suis sur je me dis, est-ce que j'aurais tiré ou pas? La légitime défense, est-ce qu'elle y est? Moi je pense qu'elle y est parce que quand la voiture redémarre, il y a possibilité que le policier soit grièvement blessé ou mort. Donc il est en légitime défense. Ça, on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est à l'appréciation. Ceux qui n'ont jamais eu une arme dans les mains, ceux qui n'ont jamais interpellé, ceux qui n'ont jamais été flics, qui sont en bord de leur canapé et qui disent ouais, il est méchant le policier, voilà, c'est assez facile. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que vous ne connaissez pas l'article L435 du Code de sécurité intérieure, donc les policiers sont régis par ce code, où depuis 2007, on nous dit si la personne est susceptible, dans sa fuite, de remettre en danger à nouveau des gens sur sa route, il faut le neutraliser, même avec votre arme. Donc ça rentre exactement, puisque Naël avait fauché, Naël avait mis en danger un cycliste et un piéton. Donc le policier, non seulement de mon point de vue dans le cadre de la légitime défense, mais là c'est subjectif, mais par rapport au code de sécurité intérieure, il est largement dans les clous du code de sécurité intérieure. Donc s'il est en prison, c'était pour calmer les émeutes, point. Et alors, il y a Metek qui me dit, sauf que le policier l'avait menacé avant de tirer. Est-ce qu'on est capable de comprendre que les jeunes Naël étaient un risque pour lui et les autres? Voilà. Est-ce que vas-y, redis-moi ce qu'il dit. Donc du coup que le jeune Naël, on lui a hurlé dessus en lui disant que on allait tirer. Est-ce qu'on est capable de comprendre que le jeune Naël était un risque pour lui et les autres? Alors c'est vrai que la question est peut-être un peu mal tournée, j'avoue. Bah oui, mais du coup, Metek, ta question, voilà. Pardon, vas-y. Non, ce qu'on nous apprend à l'école de police et ce qu'on fait, c'est que quand tu menaces quelqu'un avec une arme, tu parles fort, tu l'impressionnes, tu veux lui faire peur, que le mec il soit tétanisé et qu'il ne bouge plus. Tu vois. Donc tout ça, c'est dans notre formation. Donc si la question qu'il me pose en gros, si j'ai bien compris, c'est est-ce que Naël était vraiment dangereux pour les autres? Bah, apparemment oui, puisqu'il a failli faucher un piéton, un piéton et un cycliste. Tu sais qu'il y a 10 jours, il y a un mec qui s'appelle Tristan, oui. Il est mort sur un refus d'obtempérer, il traversait la rue. Lui, il n'aura pas la minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Ces gamins-là, si vous voulez sauver des Naël, si vous voulez, moi ce que je pense, c'est que les 17 juges, parce qu'il avait 17 infractions au cul, Naël, les 17 juges qui ont laissé dehors Naël, eux ont une part de responsabilité dans sa mort. Parce que s'il avait été sanctionné, peut-être qu'il n'aurait pas fait un 7e refus d'obtempérer. Donc au bout d'un moment, de vouloir tout mettre sur la faute des flics, les juges sont certainement coupables. Quand le chirurgien opère et qu'il se trompe, lui ne va pas en prison. D'accord ? Quand le policier se trompe, si vous estimez qu'il s'est trompé, c'est pas comme un policier qui va se lever un matin qui va dire je vais tuer quelqu'un. Là, c'est un homicide volontaire. Mais sur un cas précis comme ça où tu as un quart de seconde, t'envoyer en prison pour ça, alors qu'en plus tu es présumé innocent. Hein. Tu sais que là, il est en préventive et qu'il a toutes les il y a 9 comment je sais plus comment ça s'appelle, enfin possibilité de ne pas aller en prison parce que normalement en préventive c'est exceptionnel d'aller en prison. Un policier, il a une garantie de représentation, il a un salaire, il a une maison, il a une femme, voilà, donc voilà, il va pas faire pression sur les témoins, sur les voilà. Eh ben, malgré ça, ils l'ont mis en prison. Donc pour moi, c'est que politique. D'accord, que politique. Ok, et certains me disent oui que du coup, il fallait pas le tuer, qu'on tirerait pas sur tous les automobilistes, qui serait un petit peu problématique. Est-ce que c'est le cas. Les gens résument à ça. C'est le cas sur je sais plus combien, on a 30 000 refus d'obtempérer par an et on a une dizaine de morts par an, donc c'est du 0,3%. Donc c'est exactement le cas, on ne tire pas sur tous, on tire que quand on se sent en danger, le policier s'est senti en danger. De surcroît, Naël avait encore une fois mis en danger des personnes avant. Si le policier n'avait pas tiré, que Naël avait écrasé quelqu'un, on aurait dit pourquoi le policier n'a pas tiré. Donc c'est pas si simple que ça. Maintenant c'est un gamin de 17 ans qui est mort. Qui aurait pu être sauvé, je pense, si on avait réussi à le détourner de la délinquance. Voilà. En tout cas, je pense que les juges sont bien plus coupables, ceux qui l'ont laissé dehors et qui l'ont pas condamné, parce que comme il était jeune et que la justice est lente, il n'avait pas été condamné sur les 17. Mais il y a 2-3 infractions où les juges n'ont carrément pas lui ont fait un rappel à la loi, une sorte de rappel à la loi. D'accord. Donc eux sont coupables parce qu'il faut être sévère rapidement avec les délinquants pour essayer. Surtout des gamins, tu vois, les gamins, il faut lui faire peur tout de suite pour peut-être
espérons le faire changer de trajectoire et qu'il va plutôt faire des études ou aller bosser plutôt que choisir la délinquance. Effectivement. Et en France, il est interdit de faire des sommations, c'est ça, hein. Faut préciser peut-être qu'effectivement, on peut pas prévenir, on n'a pas le droit de tir ou de sommation, il n'y a que par la parole, en fait, et la maîtrise Non, et physique. les gendarmes peuvent faire tir de sommation, mais moi, je crois qu'aussi, dans le code de sécurité intérieure, maintenant, tu peux faire maintenant, quand tu es policier, des sommations, mais c'est assez spécial. D'ailleurs, il faut que je me renseigne, parce que c'est une bonne question, et voilà, je sais pas tout, donc, mais il me semble qu'il y a des trucs qui ont changé aussi sur les sommations. Si, je pense que maintenant, les policiers peuvent faire des sommations. D'accord, ok. Mais c'est pareil sur ce cas-là, tu peux pas faire de sommation. Oui, parce que tu vas tirer où? C'est trop l'instant, si tu tires, tu peux l'instant T, en fait, quoi, bien sûr. Ouais, non, la sommation, peut-être, c'est quand tu te retrouves avec des individus qui viennent sur toi et tu sors ton arme et tu dis une fois ne bougez pas, 2 fois, maintenant tu vois que le mec il arrive sur toi, voilà. Bon, après, je me souviens plus exactement, je sais que maintenant ça a changé pour les policiers, mais d'ailleurs, c'est le code de sécurité intérieure qui leur permet. D'accord, très bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas contents là au niveau de. Il y en a qui disent oui, il y a des enfants qui se font donc menotter, etc. avec des gens qui font 4 fois leur poids, parce que ça c'est ce qui s'est passé en Belgique, me semble-t-il. Voilà, et pas mal de choses. Alors après, pour toi, oui, tiens, dernière question, du coup, on va rester sur l'affaire Naël. Il y en a un qui me dit oui, bizarrement, c'est pas les gens qui sortent de boîte de nuit, les petits vieux qui se prennent une balle, ce serait plutôt les gens de quartier. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se démentir, ça, facilement? D'abord, j'ai pas les stats, mais non, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mec bourré qui, pareil, où le policier a jugé utile de tirer. Après, tout ça, tu sais, je vais te dire, 80 à 90% des mecs qui font des refus d'obtempérer, qui sont des voyous, ou qui font, ce sont des mecs issus d'immigration. Donc, en gros, on inverse le problème. On nous accuse à nous d'être des racistes et donc de choisir nos cibles. Alors que je suis désolé, c'est la statistique qui fait qu'on a plus de chances de me retrouver avec des mecs de quartier parce que c'est eux qui font le plus de délits. À tomber dans la délinquance, effectivement. Voilà, donc ça sert à rien de toi, c'est comme le contrôle d'identité là qu'on nous sort, qu'on fait des contrôles au faciès, mais 90% de nos contrôles c'est après infraction. Donc c'est-à-dire que le mec a commis une infraction, on le contrôle après, ou alors une personne nous a requis pour c'est des conneries en vérité, c'est des conneries. Et puis toujours on parle de ça, mais je sais pas moi, on parle tout le temps du racisme, mais c'est de la victimisation. Tout le monde a déjà souffert d'intolérance. Quand je dis moi je suis gay, je suis flic, on a tous toi le premier, tu fais bien partie d'une minorité. Oui. Je sais pas, par exemple toi t'as un QI assez bas apparemment, donc oui. tu dois faire partie. Effectivement. Ah, ça c'est dû à mes origines ethniques. Hein. J'ai demandé à Conversano, il m'a confirmé. Non mais je sais pas, on fait tous partie d'une minorité, il y a les gros, il y a les petits, le handicap par exemple, voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent, voilà, la vie c'est un combat, donc même si tu te retrouves devant un raciste, bats-toi pour lui fermer sa gueule, et voilà, et arrête de te victimiser, parce que la victimisation c'est ce qui fait que ces gamins, on leur donne un blanc-seing en leur disant ouais, de toute façon la France elle t'aime pas, donc voilà, et ces gamins ils prennent le mauvais chemin. Donc voilà, si t'es victime de racisme, de grossophobie, d'homophobie, machin, bats-toi dans la vie, et quand tu y arriveras, tu te regarderas et tu te diras voilà, moi je me suis battu. Et moi ce qui m'est arrivé, hein, je morflais à l'école de police, j'ai une croix gammée sur mon placard, le premier truc que je me suis dit c'est putain, je vais devenir flic pour foutre dehors ces mecs-là. Voilà, c'est comme ça, la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Et ceux qui sont victimisés, c'est ceux qui ne sortiront jamais de leur banalité, de leurs conditions, parce que on leur dira toujours que c'est pas de leur faute. Voilà, ils n'ont rien, c'est pas de leur faute, ils trouvent pas de boulot, c'est pas de leur faute, mais voilà, ils trouvent pas d'appart, c'est pas de leur faute, voilà, ils sont que des victimes. Et alors qu'est-ce que tu penses d'un Noah Manoir? Tiens, pour terminer, dernière vraiment question, qu'est-ce que tu penses d'un Noah Manoir qui lui est un peu ton opposant, on pourrait dire, niveau syndicalisme, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ton antagoniste. Alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mon premier TPMP, je fais mon premier TPMP, donc j'arrive dans les coulisses, et là il y a Noah Manoir, que je ne connaissais pas. Parce que moi j'étais pas du tout un syndicalisme, tout ça, moi j'étais vraiment un flicard, je connaissais rien, ça m'intéressait pas. Et le mec me menace de révéler mon homosexualité si j'ouvre ma gueule. Dans les coulisses de TPMP. Donc je fais mon truc, je l'envoie balader, parce que je dis tant pis pour toi, tout le monde sait que je m'en fous, je me cache pas. J'ai déposé plainte contre lui il y a 3 ans à l'IGPN. D'accord. J'ai toujours pas de nouvelles. Ah, ok. Voilà.
Donc pour toi, Voilà. il Donc est c'est des mecs qui sont protégé, couverts. Hein. pour toi, il est protégé dans l'idée? Bah, c'est un mec qui a travaillé avec l'UDI, avec le maire, tu sais, c'est même lui qui a trempé apparemment dans l'affaire Garrido, tu sais, quand ils ont dit que c'était des Thénardier. D'accord. C'est un mec qui avait accès à beaucoup de dossiers, qui travaille avec beaucoup de journalistes. C'est vraiment une. Putain, si tu vois, s'il y a des mecs qui devraient. Il est même pas révoqué, ce mec-là, en plus. Il est même pas révoqué. Voilà. Bah, oui, par contre, je sais pas si tu connais Alexandre Langlois, lui, c'est un brave type, tu vois. D'accord. Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est, Alexandre Langlois. Ouais. Donc, Voilà, Alexandre Langlois, on partage pas tout, mais le mec là, voilà, bah, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Alexandre Langlois, c'est un mec avec qui tu peux ne pas être d'accord, mais qui, lui, travaille pour l'intérêt général. Lui, il a pris des risques. Il a pris autant de risques que moi. Darmanin a tenté de le révoquer 2 fois, il a gagné 2 fois ses procès. Et c'est Castaner et Darmanin. Voilà, le mec, lui, voilà. Bon, il a pris beaucoup moins de coups que moi médiatiquement, parce que lui, il est de gauche, et quand t'es de gauche, bah, t'es dans le camp du bien. Mieux, ouais. Mais c'est un mec bien. Voilà. T'as un C'est un vrai mec respect pour Langlois. Ok, c'est intéressant. Donc ça veut dire comme quoi c'est pas une tu question regarderas des vidéos, de géopolitique, mais de comportement, quoi. Ah ouais, mais j'ai fait des vidéos avec lui, je te dis, Langlois, c'est un mec bien. Mais tu vois ce qu'il a pris, tu sais ce qu'ils lui ont fait à Langlois? Non, vas-y. En gros, ils l'ont révoqué. D'accord? Okay. Donc, tu sais, quand on te révoque, ça te coûte 10 000 euros d'avocat. Voilà. Donc 10 000 euros d'avocat. Donc, il paye. Putain, il gagne. L'administration lui doit l'ordre de 16 000 euros. Et lui, il doit à l'administration 6 000 euros. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit recevoir un virement de 10 000 euros. Ce qu'ils ont fait, ils lui ont bloqué tous ses comptes. D'accord. Alors que c'était l'administration. Voilà, juste pour le foutre dans la merde. Il est resté 1 an comme ça sans voilà. D'accord, ok. Donc il voilà, est en fait vraiment une mort sociale et financière, quoi. Ouais. Sans compter les coups de pression qu'il a eu, sans compter, bah voilà, quoi, le mec était flic. Il est toujours flic d'ailleurs parce qu'il a gagné son procès, mais lui il veut partir, tu vois. Il veut partir, il veut faire ils font tout, c'est vraiment, mais la plus grande crapule qu'il y a, c'est vraiment dans cette administration parce que c'est ça. Encore une fois, je m'entends pas sur tous les sujets, mais c'est un vrai mec qui travaille pour l'intérêt général et moi je le respecte pour ça. D'accord. Donc Langlois qui pour toi est quand même quelqu'un de très respectable. C'est intéressant parce que en gros c'est comme quoi l'idéologie politique elle peut être mise de côté si le combat est juste en fait pour l'administration policière, quoi. Ben, tu vois, sur l'affaire Aurélia, la policière qui s'est mis une balle dans la tête, voilà, bah, on a bossé, il a bossé lui aussi sur ce sujet. Il a fait la manif, tiens, par exemple, quand Aurélia s'est mis une balle dans la tête, ils ont fait de manif, moi, ils m'avaient invité, je devais venir. Et parce que eux ont travaillé sur le sujet, moi je me suis occupé de ce dossier il y a 2-3 mois. Et ils ont annulé, l'Allemand a annulé le rassemblement des policiers. D'accord. Voilà, donc et c'est Langlois, c'est Cédric Vladimir, c'est Herman Acker, c'est des policiers voilà, qui prennent des risques et qui se battent contre l'administration et qui ont été révoqués. D'accord, donc effectivement, ouais, c'est vraiment très compliqué de pouvoir dénoncer en fait l'administration. Et tout ça, c'est au sein de l'administration, c'est pas forcément le ministre du coup, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais, mais lui, il est tout en haut, lui, ça l'arrange bien. Lui, l'intérêt, c'est ses statistiques. Donc, s'il faut dégager les Bruno Attal, les Langlois, Patrick dénonce le management délétère, mais en plus, nos concitoyens, ils y perdent. Nos concitoyens. Donc, tu vois, c'est du perdant-perdant. L'élu de ministre, ce qu'il veut, c'est qu'on dise, regardez, il y a moins de cambriolage. Ah, pourquoi il y a moins de cambriolage? Parce qu'au lieu d'appeler ça un cambriolage, tu appelleras ça des dégradations volontaires. D'accord. Okay. Voilà. D'accord, ils ont changé juste simplement la terminologie, d'accord. Ah oui, mais ça je savais pas par contre, ok. D'accord, donc il y a moins de cambriolage parce que finalement on change juste l'intitulé, quoi. Ok, c'est rigolo. Les contrôles de rodéo urbain, par exemple. Ouais. Ils te disent, rodéo urbain, il y a un enfant qui est mort, donc on va faire des contrôles rodéo urbain. Donc en gros, tu dis au flic, tu te mets à l'intersection et t'attends. Et dès qu'il y a une moto, tu la contrôles, c'est bon, tu marques contrôle rodéo urbain. Nous avons augmenté de 80% les contrôles pour les rodéos urbains. Ils se foutent de la gueule du monde. D'accord, mais par contre, arrêter les gens, c'est plus compliqué et ils le mettent pas en place, quoi. C'est-à-dire. Il faut avoir un courage politique. Sur un rodéo urbain, soit tu laisses le mec mettre en danger la vie des gens. Après, c'est un parti pris. Hein. Moi, je suis républicain. Hein. Tu mets au pouvoir des gens qui te disent laissez les mecs faire des rodéos urbains et puis quand ils écrasent un môme, tu dis bon, bah ça passe dans les pertes et profits. C'est qu'un par mois. Moi, je préfère qu'il y a 10 mecs qu'on chasse et que s'il y en a un qui doit mourir, et de protéger les victimes, tu vois ce que je veux dire? Moi, de 1 à 10, je préfère une victime sauvée et 10 mecs qui ont mis en danger, tant pis pour eux. Ils ont fait ce choix d'être des voyous.
Bah, au bout d'un moment, faut assumer, quoi. Faut assumer. Donc moi, je suis pour les victimes. Voilà. Maintenant, si on est dans une société où on doit plus courir derrière les voyous, on doit les laisser faire parce qu'on ne doit pas les blesser, parce que c'est des braves gens, c'est même des petits anges, écoute, choisis cette société. Et puis quand c'est ta mère ou ta sœur qui sera écrasée, tu te diras, bah peut-être j'ai un peu merdé, tu vois, sur ce coup-là, tu vois. Très bien. Très bien. Eh bien, je pense. Ah, et la dernière. Que penses-tu de l'affaire Myriam Sacri, qui a subi le racisme et dont la mort a été qualifiée de suicide? Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Comment ça s'appelle? Alors, je te redonne le nom. Myriam Sacri, qui a subi le racisme et dont la mort a été qualifiée de suicide. C'est une policière? Je sais pas, je demanderai à Aurélien de me préciser vite fait. Et après on me dit Zined Redouane. Et on me dit Bruno, j'ai le sentiment que Reconquête est un club regroupant fachos juifs et fachos blancs qui se réunissent sur l'hostilité anti-rebeu. Ai-je tort? Oh, mais on a un grand intellectuel dans ta communauté. C'est un donateur qui vient de faire un don pour poser la question. Merci Clone Intelligent. Oui, on est très très méchants. Et toi, tu es très très gentil. Ça fait penser au truc des inconnus. Nous, on est très méchants, et puis toi, t'es très gentil. Bah, surtout que l'alliance, on va dire, normalement, des cathos tradis, après avec les musulmans, c'était Soral, donc je sais pas si... Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, aujourd'hui, il y a le sionisme qui était très... Enfin, qui a réussi à prendre une certaine place et qui s'est imposé en Israël, et la droite qui s'est quand même vachement rabibochée, alors qu'avant, elle était très antisémite, avec justement les juifs sionistes. Alors après on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une alliance justement de contexte pour pouvoir lutter contre les musulmans, quoi. Et c'est quoi un sioniste? Bah quelqu'un qui est pour l'État d'Israël. Et donc pour l'État d'Israël, c'est-à-dire non, un sioniste c'est quelqu'un qui veut que Israël existe. Oui voilà, qui est pour le maintien de l'État d'Israël, pour qu'il existe, etc. Enfin voilà, oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui t'écoutent? Pour moi, en France, il y a 90% de sionistes. Ah bah, il y a beaucoup de sionistes qui m'écoutent. Moi, on considère que je suis sioniste aussi. C'est pas le problème. Non, mais moi, je suis sioniste. Pourquoi? Parce que j'estime qu'Israël a le droit d'exister. Après qu'on parle de... Bon, on va pas faire le débat Israël-Palestine. Mais s'il y a des gens qui estiment qu'Israël ne doit pas exister, je trouve ça très violent. Mais après, voilà, d'être sioniste, c'est de dire qu'Israël a le droit d'exister. Donc je pense que 90% des Français pensent que Israël a existé, donc 90% des Français sont sionistes. Hein. Ouais, et moi je suis plutôt d'accord là-dessus, mais après c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de gens voient le sionisme comme quelque chose qui serait que l'extrême droite israélienne, alors que je pense que non, malheureusement, mais c'est encore un débat qui est difficile, parce que les pro-palestiniens aussi sont totalement mais les pro-palestiniens c'est quoi? C'est qui les pro-palestiniens? C'est que des musulmans en général? Beaucoup de musulmans et puis beaucoup de gens de gauche aussi. Beaucoup de gens de gauche. Oui, mais qu'on la haine du juif. Voilà, c'est ça. Enfin, qu'on la haine d'Israël en tous les cas, et peut-être du juif aussi, malheureusement. Quoi. Il y a combien de dizaines de milliers de musulmans qui meurent dans le monde, tués par des islamistes? J'imagine des millions, je sais pas. Tous nos pro-palestiniens, ils en ont rien à foutre de ces petits musulmans. Ce qui les intéresse, c'est pas les Palestiniens, ce qui les intéresse, c'est l'antisémitisme. C'est pas la victime qui les intéresse, c'est celui qui tire. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est une part d'antisémitisme. Parce que les Palestiniens, par exemple, en Palestine, le Hamas, il doit tuer à peu près entre 10 et 50 personnes par jour. Et tout le monde s'en fout. Ces Palestiniens. Est-ce que vous savez qu'il y a une révolte là à Gaza? Ouais, c'est compliqué en ce moment. Depuis cet été, c'est le bordel. Donc, non, attention. Là, à Gaza en ce moment, il y a une révolte des Palestiniens contre le Hamas. Ils doivent tuer entre 100 et 150. Ouais, il y a une révolte des Palestiniens contre le Hamas. Ils se font égorger, les femmes se font lapider. Il n'y a pas un mec de gauche, il n'y a pas un pro-palestinien qui veut aider ce pauvre peuple qui vit sous la charia. Tout ce qu'ils veulent, c'est condamner Israël. Mais ce peuple palestinien est pris en otage par les islamistes. Mais ça n'intéresse pas les pro-palestiniens. Ce qu'ils veulent, c'est la haine d'Israël et non pas sauver ce peuple. Et ce peuple a besoin d'être sauvé d'abord de ces islamistes. Tout le monde est en Afghanistan, dire oh là là, les talibans ils sont revenus. Mais à Gaza, je peux te dire, ils traitent le peuple palestinien comme des animaux. Donc d'abord, on devrait les sortir des griffes de ces islamistes, et ensuite, effectivement, qu'ils puissent vivre tranquille leur vie en paix avec les Israéliens, et voilà. C'est un autre sujet.
Très bien. Mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vais te libérer désormais. Je te remercie Bruno Attal. Je pense que les gens ont bien aimé l'interview. Il y a encore plein de questions qui pop, mais ce sera une prochaine fois. On aura peut-être une. Voilà, on verra. Mais en tous les cas, merci Bruno Attal pour ta venue. Je te souhaite du coup une bonne soirée. J'espère que tu auras apprécié l'exercice malgré les problèmes techniques. Non, mais merci à toi et, voilà, et au revoir à tous ceux qui m'aiment pas et au revoir à tous ceux qui m'aiment bien. Bah, je pense qu'en fait là ça doit être 50-50. Il y en a qui se sont abonnés à ta chaîne, donc vous pouvez la trouver en description. Et puis bah du coup voilà, allez découvrir Touche pas à bon flic. Et du coup Bruno Attal par le biais de son média. Je te remercie. Et puis bah je te souhaite une très bonne soirée Bruno. À toi aussi, merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Eh bien voilà. Et la drogue du zombie, voilà, ça y est, j'ai vu ça aussi là avec Serfia et tout. Tu peux être le témoin de Flo. Tu veux être le témoin de Flo Vous voulez vraiment vous marier les deux là? C'est n'importe quoi. Non, non, vous mariez pas là, je vous interdis de vous marier. Très bonne interview. Ah bah merci. Merci. Alors après, le truc c'est que malheureusement, techniquement, c'était de la merde. C'est-à-dire que j'ai pas pu me mettre sur WhatsApp. Du coup, à la base, je voulais faire sur WhatsApp avec justement la possibilité de vous envoyer un lien pour qu'on puisse discuter à plusieurs et tout. Mais malheureusement, ça a foiré. Du coup, je me dis, si jamais il a apprécié l'exercice et la rediff, pourquoi pas le réinviter? Parce que ça peut être intéressant de parler, pourquoi pas même un débat, vous voyez, flic de gauche, flic de droite, tatati tatata. Je pense que ça serait intéressant. Donc du coup, voilà. Je n'ai rien contre Bruno, mais il faut éviter l'hypocrisie. Mais je pense qu'en fait, oui, là-dessus, après, ça dépend. Parce que je peux entendre, parce que après, il est juif. C'est-à-dire que si t'es pas juif, peut-être que d'aller à la Reconquête, tu peux y aller, tu vois, pour ces velléités là. Mais c'est difficile pour un juif de dire que tu veux vivre en paix avec des gens qui soutiennent la Palestine. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc est-ce que c'est vraiment être un facho sioniste, tu vois, de vouloir lutter contre ça alors que c'est un peu la problématique de ton pays depuis trop longtemps? Je sais pas. Là-dessus, vous savez très bien que sur le sionisme, moi, on va dire que je suis un pro-sioniste parce que voilà, je considère que ouais, c'est compliqué de. Voilà, c'est un peu touchy. Après, j'entends par contre l'alliance, on va dire, des cathos, on va dire peut-être tradis avec les juifs sionistes pour dire ouais, bon, quand même, on a un peu marre des armes. Voilà, peut-être, pourquoi pas. Mais, on va dire que là-dessus, ça va. Par contre, bah oui, il est juif. Bah oui, vous êtes con quoi. Ah, mais là, qui n'avait pas compris. Oui, il est juif et du coup, il est homosexuel aussi. Donc, du coup, effectivement, il y a des choses qui font que, voilà, ça peut aussi expliquer sa position et que c'est plus légitime, en tout cas, de son point de vue, que d'autres. Et même, du coup, je vais vous dire la vérité, même sur le. Voilà, on a parlé de Naël et tout. Ça va, il y a des choses où c'est quand même, voilà, on peut quand même être d'accord avec lui, même si après la conclusion de ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, bien sûr, est tragique. Mais voilà, il y a quand même des choses où c'est pas totalement déconnant. Alors après, il y a d'autres choses où on peut ne pas être d'accord, mais c'est intéressant en tous les cas. Donc voilà, l'interview de Bruno Attal. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, vous? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Parce que moi je sais pas, mais vous en pensez quoi? Bah, c'est vous qui allez me dire dans les commentaires et avec un petit pouce bleu et cette barre des dons qui est là, qui se remplit petit à petit.